La chaussure la serrait depuis le matin. Greta savait que cela arriverait depuis 3 jours, quand elle les avait essayées pour la dernière fois. Un peu trop étroite au niveau du petit orteil, mais il n'y en avait pas d'autres comme elle. Le temps pressait et le vendeur avait dit « Elles vont se détendre, ne vous inquiétez pas ». Elle ne s'était pas détendue, mais tout le reste semblait parfait. La robe couleur crème au corsage simple, les fleurs fraîches sur les tables, des chrysanthèmes blancs au lieu de roses, car Greta détestait la façon dont les roses perdaient leurs pétales dès le 3e jour. Et exactement 40 personnes dans la salle, juste comme elle le souhaitait, pas une de plus. Elle se tenait près de la fenêtre de la petite suite nuptiale, regardant la rue. Dehors, c'était une journée ordinaire. Un camion de livraison passait. Une femme âgée avec un sac en toile s'arrêtait au passage piéton. 2 hommes se disputaient devant un spéti au coin de la rue. La vie suivait son cours. Dans une demi-heure, elle deviendrait Madame Elias Bergman. L'idée était étrange. Pas mauvaise, pas effrayante, juste étrange. Comme essayer le manteau de quelqu'un d'autre et être surprise de voir qu'il vous va parfaitement. Le mariage n'avait jamais été son but ultime. Greta le savait pertinemment. Il y avait eu l'université, puis la formation de Notfallsanitäter, puis les interventions en ambulance. Elle avait tout choisi elle-même, sans jamais regarder en arrière, ni se soucier de ce que les autres pensaient. Sa mère était morte quand elle avait 12 ans. Son père, Georg Schneider, un archiviste discret aux doigts perpétuellement tachés d'encre, l'avait élevée du mieux qu'il pouvait. Il la nourrissait, vérifiait ses bulletins scolaires et lisait parfois à haute voix le soir. Il ne lui avait jamais dit ce qu'une vraie femme devrait être. Il disait simplement « Fais ce que tu penses être juste et fais le bien ». Alors, elle l'a fait. Elias était apparu dans sa vie il y a 3 mois. 3 mois, ce n'était pas beaucoup. Elle le savait. Tout le monde autour d'elle le savait aussi, et il s'assurait de le lui rappeler à chaque occasion. Ses collègues de la station de Notfallsanitäter échangeaient des regards. Tante Martha, la sœur de son père, qui était venue aider à vider son appartement, lui serra la main et demanda prudemment « Tu es sûre, Greta ?» Greta répondit « Je suis sûre », parce qu'elle avait des doutes, bien sûr, mais pas sur Elias. Ces doutes concernaient sa capacité à vivre avec une autre personne. Si elle savait laisser quelqu'un s'approcher, cela l'effrayait. Elias, lui, ne lui faisait pas peur. On frappa à la porte. « On y va dans 10 minutes », dit le coordinateur en costume noir, avant de disparaître aussi vite. Greta glissa sa main dans la petite poche de sa robe et en sortit ce qu'elle y avait placé le matin même, un bouton marron ordinaire à 2 trous, provenant du manteau d'hiver de son père. Le manteau était suspendu dans le placard depuis 6 mois. Elle ne se résolvait toujours pas à s'en débarrasser. Son père était mort subitement. Une crise cardiaque, avait dit l'hôpital. Il avait 58 ans, de l'hypertension, du stress. Greta était de garde pour un service de 24 heures quand ils ont appelé. Elle ne se pardonnerait jamais de ne pas avoir décroché la première fois, pensant qu'il s'agissait d'une erreur de régulateur. Le bouton était froid dans sa paume. Greta le serra, le lâcha et le remit dans sa poche. « Allons-y », dit-elle à son reflet avant de sortir. La salle était petite, mais élégante. Des plafonds voûtés, de hautes fenêtres, un fiche-grès de parquet, de ceux qui craquent avec un son noble. Des fleurs ornaient chaque table. Un quatuor à cordes jouait doucement, de la musique live, de la vraie musique. Elias avait insisté là-dessus. Il était généralement bien plus attentif aux détails qu'il n'y paraissait au premier abord. Quand Greta entra, il se retourna. Elias Bergman était grand, brun, avec un visage calme qu'on pouvait facilement confondre avec de la froideur si on ne le connaissait pas. Greta, elle, savait déjà. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la retenue. Il y a une grande différence. Une personne froide ne reste pas assise à côté de vous dans la salle d'attente des urgences pendant 3 heures après votre service, simplement parce que vous vous sentez anxieuse. Une personne froide ne se souvient pas que vous détestez la coriandre et que les parfums forts vous donnent mal à la tête. Il la regardait comme on regarde quelque chose dont on ne peut pas encore croire que c'est réel. Elle croisa son regard et sourit un instant, pas pour la foule, juste pour lui. Il fit un léger signe de tête. Assise derrière lui se trouvait sa mère, Diana Bergman, 55 ans. Des cheveux impeccables, un rang de perles autour du cou, un dos parfaitement droit. Elle souriait, et le sourire était calculé, précis. Pas un seul muscle n'était hors de propos. Greta ne l'avait rencontrée qu'à quelques reprises et, chaque fois, elle restait avec la sensation de parler non pas à une personne, mais à une traductrice hautement qualifiée. Elle comprenait tout, transmettait tout avec précision, mais quelque chose de vital se perdait inévitablement entre les lignes. À côté de Diana était assis Jonathan Bergman, le père d'Elias, 58 ans. Il était solidement bâti, avec les mains lourdes d'un ouvrier du bâtiment. Pourtant, il n'avait rien construit de ses propres mains depuis des décennies. Il était le seul à ne pas regarder Greta alors qu'elle remontait l'allée. Il fixait le vide, par la fenêtre, cet après-midi ordinaire de juin. Son visage était de pierre. Greta décida de ne pas penser à lui pour le moment. À gauche d'Elias se tenait son frère cadet, Nick, 25 ans, blond, avec un visage avenant qu'il essayait de modeler en une expression de dignité solennelle, bien qu'il échouât lamentablement. Il avait sans cesse envie de sourire. Greta l'avait apprécié dès le début. Il était le seul de la famille à l'avoir accueilli sans méfiance, se contentant de lui serrer la main en disant « C'est génial que tu aies rencontré mon frère. »
Avant toi, franchement, il était insupportable. L'officiant disait quelque chose de convenu et de festif. Greta entendait les mots, hochait la tête au bon moment, donnait les réponses requises. La bague était légèrement trop grande. Il s'était un peu trompé sur la taille. Son petit doigt la poussait légèrement vers le haut. La main d'Elias était ferme lorsqu'il glissa la bague à son doigt. Sa main ne tremblait pas. Elle le remarqua aussi et le grava dans sa mémoire. Puis vint le toast du père du marié. Jonathan Bergman se leva son verre, prononça quelques phrases sèches mais sans malveillance, leur souhaita santé et bon sens, posa son verre et se rassit. Diana le regarda, puis regarda Greta, et afficha ce même sourire calculé. Puis les toasts se succédèrent. Les amis de Greta, ses collègues Notfalsaniteter, une amie d'université. Tout était normal, tout allait bien. Les musiciens jouaient, sa chaussure la serrait, puis Sam Rothman se leva. Greta ne le connaissait pas. Elle le voyait pour la première fois. C'était un homme d'un certain âge, un peu corpulent, en costume sombre, chauve avec une moustache soignée. Il se leva lentement, comme un homme accablé par ce qu'il s'apprêtait à faire, mais résolu à le faire malgré tout. Il tenait une enveloppe dans ses mains. « Je vous demande pardon », dit-il dans le silence qui suivit. Samuel Rothman, Fachanwald Führerbrecht. J'ai reçu instruction de lire un document juridique important concernant les intérêts du Treuhandvermögen de la famille Bergman. Un murmure contenu parcourut la salle. Quelqu'un pensa que cela faisait partie du programme, un toast humoristique de l'entreprise ou quelque chose du genre. D'autres levèrent les yeux de leur assiette. Greta regarda Elias, et son visage devint indéchiffrable. Il fixait l'avocat. Jonathan Bergman se leva à moitié de sa chaise. « Sam, pas ici, dit-il, la voix sèche et dure. Jonathan, le document m'a été transmis par les voies juridiques appropriées, répondit Sam. Sa voix était monocorde, presque sans vie. La voix d'un homme récitant un rôle répété. Je suis obligé de le faire. Diana Bergman ne bougea pas d'un pouce. Elle restait assise à regarder l'avocat, et seul quelqu'un, sachant lire de tels visages, aurait saisi l'éclair momentané dans ses yeux. Pas du triomphe, mais quelque chose de bien plus complexe. Selon un avenant au Treuhandvermögen de Jonathan Bergman, signé et certifié il y a 3 jours. Sam déplia les papiers, sa voix devenant encore plus monocorde, trop monocorde. Le conjoint d'Elias Bergman est exclu en tant que bénéficiaire en vertu de toutes les clauses du Treuhandvermögen principal. Motif, non-respect des conditions stipulées. Cet avenant prend effet juridiquement au moment où le mariage est enregistré. Le silence était si épais que Greta pouvait entendre un bus freiner dans la rue. Puis, ce ne fut pas une explosion, mais un effritement lent et prudent du calme. Quelqu'un toussa. Quelqu'un déplaça sa chaise. Une amie de Greta murmura un juron étouffé. Le mot resta suspendu dans l'air comme une question sans réponse. Greta ne regardait pas l'avocat. Elle regardait Elias. Il n'avait pas bougé. Pendant quelques secondes, peut-être 3, peut-être 5, il resta complètement immobile, et il se passa quelque chose en lui pendant ces secondes que Greta ne pouvait nommer. Puis, il tourna lentement la tête. Pas vers l'avocat, pas vers les invités, mais vers sa mère. Diana soutint son regard, sans détourner les yeux, sans ciller. Elias se leva. Il ne cria pas, il ne dit pas un mot. Il retira sa bague, lentement, avec précaution, et la posa sur la nappe. Il ne la jeta pas, ne la lança pas, il la posa simplement comme un objet qui n'était plus nécessaire. Le son était minuscule, presque inaudible, un léger clic de métal contre du tissu. Pour une raison quelconque, Greta se souvenait de ce son mieux que de tout le reste. Puis il a ramassé sa veste sur le dossier de sa chaise et il est parti. Pas vite, sans se retourner. La salle a éclaté en chuchotements. Greta est restée assise, regardant la bague posée sur la nappe. Elle aurait pu pleurer, elle aurait pu se lever et s'enfuir, elle aurait pu hurler. Et elle aurait été tout à fait dans son bon droit. Elle en avait tous les droits. Au lieu de cela, elle a pris 3 lentes et profondes inspirations, comme on vous apprend à le faire, lors d'urgences médicales, de haute intensité, quand vos mains doivent rester stables et votre tête froide. Puis elle a ramassé la bague, l'a mise dans la même poche que le bouton du manteau de son père, et s'est levée. La salle la fixait. 40 personnes, chacune avec sa propre expression. Pitié, confusion, curiosité, gêne. Son ami Audrey a ouvert la bouche sans un bruit. Nick la regardait avec un visage qui disait qu'il voulait faire quelque chose mais qu'il n'en avait aucune idée. Greta a regardé Diana Bergman. Diana n'a pas détourné les yeux. « Je comprends », a dit Greta, calmement, sans mélodrame, énonçant simplement un fait, juste comme ça. « Je comprends ». Elle n'a pas précisé ce qu'elle comprenait. Elle a pris sa pochette, a traversé la pièce d'un pas régulier, sans se presser, ne regardant plus personne. Sa chaussure la pinçait. Greta a continué de marcher. Dehors, c'était exactement pareil. Une journée normale, du soleil, des voitures, des gens vacants à leurs occupations. La ville ne savait pas que quelque chose s'était passé, et c'était, étrangement, un réconfort. C'était bien que le monde ne s'arrête pas. Elias se tenait près de sa voiture, les mains dans les poches, regardant au loin. Quand elle est sortie, il s'est retourné. Ils se sont regardés pendant quelques secondes. « Tu le savais » a-t-elle demandé. C'était la seule question. Pas pourquoi, pas comment as-tu pu, juste « tu le savais » Elias est resté silencieux. 1 seconde, 2, 3. Ce silence lui a coûté plus cher que le reste de la journée réunie. Elle s'est détournée. Greta. Il l'a rattrapée en 2 foulées, lui a pris la main. Ce n'est pas ce que tu penses. Elle s'est arrêtée. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle a senti quelque chose de vrai dans ses mots. Pas une excuse, pas une réplique répétée, quelque chose de vrai.
Alors, c'est quoi? A-t-elle dit sans se retourner. Il n'a pas répondu tout de suite. Elle entendait sa respiration, saccadée, contenue. Je t'expliquerai, a-t-il fini par dire. Je t'expliquerai tout. Mais pas ici. Elle est restée là, fixant la vitrine du fleuriste de l'autre côté de la rue, les chrysanthèmes jaunes et blancs derrière la vitre. D'accord, dit-elle. Mais je prends ma propre voiture. Tu me diras quand tu seras prêt à parler. Elle a dégagé sa main. Il n'a pas essayé de la retenir. 3 mois plus tôt, c'était une journée exactement comme celle-ci. Ensoleillée, un peu venteuse, avec une odeur d'asphalte chaud après une nuit de pluie. Greta sortait de l'hôpital après une garde de 24 heures. Une de ces gardes où, à la fin, vous ne vous rappelez plus vraiment votre propre nom. Une nuit brutale. 2 arrêts cardiaques consécutifs. Un homme âgé victime d'un AVC, puis un enfant avec un choc anaphylactique. Ils les ont sauvés tous les deux, mais cela lui a coûté le peu de force qu'il lui restait. Elle est sortie sur le parvis en béton, a fait 2 pas, et s'est rendue compte que le sol se comportait bizarrement. Puis le sol a complètement disparu. La lumière est devenue d'un blanc aveuglant, puis noir. Elle s'est réveillée sur un banc près de l'entrée, et la première chose qu'elle a vue était le visage d'un étranger, calme, attentif, légèrement tendu. Un homme d'une trentaine d'années en chemise légère, tenant un téléphone. « Vous m'entendez » a-t-il demandé. « Je vous entends » a dit Greta. « N'appelez pas d'ambulance. Je l'ai déjà fait. C'est moi l'ambulance. » Elle a essayé de s'asseoir. Il l'a doucement arrêtée. « Restez assise 1 minute. Vous vous êtes évanouie. » J'ai réussi à vous rattraper, mais vous vous êtes cogné le coude assez fort. Un silence. « Tenez. » J'ai pris un jus d'orange au distributeur. « Buvez. » Elle a pris la bouteille en plastique parce qu'elle n'avait plus la force de résister. Le jus était glacial et trop sucré, et après la première gorgée, elle s'est sentie un peu mieux. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois » a-t-il demandé. « Il y a 20 heures. » a-t-elle admis. Compris. Ils sont restés assis en silence un moment, puis elle l'a regardé plus attentivement, de la façon dont on regarde quelqu'un quand le cerveau a redémarré. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé. « Un architecte. Je venais inspecter le bâtiment en face. Vous vous êtes effondré juste sur mon chemin. Désolé. » Il n'y a pas de quoi être désolé. L'ambulance est arrivée. C'étaient ses collègues d'une autre antenne. Ils ont ri, ont vérifié que ses constantes étaient bonnes, et sont repartis. L'homme était toujours assis là. « Vous pouvez y aller maintenant, lui a-t-elle dit. « Je sais, a-t-il répondu. Je voulais juste m'en assurer. Je vais très bien. Je vois ça. » Un silence. « Travaillez-vous toujours 20 heures sans manger » C'est une exception. Mais ces exceptions arrivent souvent. Elle l'a regardé. Il la regardait sérieusement, sans sourire, mais ses yeux sombres et attentifs disaient tout autre chose. La médecine est essentiellement une profession incompatible avec des repas réguliers, a-t-elle dit. L'architecture aussi, a-t-il dit. Il a marqué une pause. Est-ce que je peux vous offrir de la vraie nourriture ? Il y a un bistrot en face. Greta voulait dire non. Puis elle a pensé qu'elle avait mangé pour la dernière fois à 19 heures la veille, que ses jambes ressemblaient encore à de la gelée, et que cet homme était resté assis à côté d'elle pendant 20 minutes alors qu'il aurait pu partir. D'accord, a-t-elle dit. Plus tard, elle lui dirait « C'était la première fois de ma vie que quelqu'un appelait le 112 pour moi au lieu que ce soit moi qui l'appelle pour eux. » Ils riraient tous les deux, leur première fois riant ensemble, et cela semblerait étrangement juste. Par la suite, la salle de banquet s'était vidée rapidement. Les invités sont partis maladroitement, ne sachant pas trop quoi dire. Certains se sont éclipsés sans dire au revoir. D'autres ont serré des mains et marmonné de vagues politesses. Nick a rattrapé Greta près de la sortie. « Je ne savais pas » a-t-il dit. « Je n'en savais absolument rien. Je te crois. » A-t-elle répondu. « Je t'appellerai. » D'accord. Diana Bergman avait quitté la salle la première, avant même que les invités ne commencent à se disperser. Elle s'est dirigée vers sa voiture sans se presser, comme si elle quittait un déjeuner de routine. Elle a sorti son téléphone et a composé un numéro. « C'est fait » a-t-elle dit sans préambule. Un silence. « Non. Pas comme je l'avais prévu. Il est parti de son propre chef. C'est mauvais. Ça signifie qu'il pourrait faire quelque chose d'imprévisible. » Un autre silence. Gardez un œil sur lui et sur elle surtout. Elle a glissé le téléphone dans son sac de créateur et a fait un signe de tête à son chauffeur. La voiture a démarré. Greta est rentrée chez elle vers 22 heures. Elle a enlevé ses chaussures dès l'entrée et est restée pieds nus sur le fichegras de parquet froid pendant quelques secondes, sentant à quel point c'était incroyablement bon. Puis, elle est entrée dans le salon. Dans un coin se trouvait une boîte en carton, une boîte de déménagement ordinaire avec le mot « archive » écrit au marqueur indélébile. Son père avait été archiviste. Il étiquetait tout. La boîte était apparue ici il y a 6 mois, quand Greta avait vidé certaines de ses affaires de son appartement. Elle était restée là depuis. Greta avait toujours l'intention de la parcourir et remettait toujours cela à plus tard, non pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce qu'elle ne voulait pas que ce soit fini. Ce soir, elle s'est approchée de la boîte et l'a ouverte. Sur le dessus se trouvaient des chemises cartonnées avec des documents, de la paperasse courante, des registres d'archives, et dessous, une pile de livres avec des marque-pages, un agenda usé, ses lunettes de lecture dans leur étui, et tout au fond, sous tout le reste, une enveloppe. Une enveloppe blanche standard, épaisse, scellée. Un seul mot y était écrit, Greta. C'était son nom, écrit de la main de son père, penché légèrement vers la droite avec un grand jet bouclé. Elle l'a ramassé. L'enveloppe semblait froide. Elle sentait à travers le papier qu'elle n'était pas vide,
Il y avait quelque chose de dense à l'intérieur. Peut-être quelques feuilles, peut-être une seule. Greta s'est assise par terre à côté de la boîte, tenant l'enveloppe. Dehors, il faisait nuit. Quelque part au loin, une S-Bahn a vrombé. Elle a entendu le grondement des rails, puis le silence. Elle ne l'a pas ouverte. Pas encore. Elle l'a posée sur son genou et a regardé par la fenêtre, où les lumières des appartements des autres flottaient dans le noir. Jaune, chaude, indifférente. Quelque part derrière ces lumières se trouvait Elias. Quelque part se trouvait sa mère, avec son sourire calculé et l'avocat avec sa voix plate et répétée. Dans la poche de sa robe se trouvait une alliance et un vieux bouton de manteau. Greta a passé son doigt sur les lettres de son nom. L'écriture de papa, la main de papa, le papier de papa, d'accord, a-t-elle dit à haute voix, voyons voir. Et elle a déchiré l'enveloppe. La lettre était écrite à la main. 2 feuilles de papier lignées arrachées d'un carnet et l'écriture de son père. Elle l'aurait reconnue entre mille. Ma petite Greta, commençait-elle. Elle a lu lentement, s'est arrêtée plusieurs fois, est revenue au début d'un paragraphe, l'a relu, non pas parce qu'elle ne comprenait pas, les mots étaient simples et clairs, mais parce qu'elle ne voulait pas se précipiter. C'était la dernière chose qui lui restait. Son père écrivait que, depuis quelques mois, il vivait avec un lourd fardeau. Que durant ses années de service aux archives municipales de la ville, il était tombé par hasard sur quelque chose qu'il aurait mieux valu ne jamais découvrir. Qu'il avait gardé ses documents, qu'il ne les avait pas détruits parce que sa conscience l'en empêchait. Pendant longtemps, il avait pensé. C'est le passé, c'est oublié, plus personne ne s'en soucie. Mais récemment, quelque chose avait changé. Il avait commencé à remarquer qu'il était suivi. Peut-être était-ce de la paranoïa, peut-être pas, il ne savait pas. Si tu lis cette lettre, cela signifie que je n'ai pas pu te le dire moi-même. Cela signifie qu'il s'est passé quelque chose. Je ne veux pas imaginer le pire, mais il vaut mieux que tu le saches. Il continuait en parlant des documents. Ils étaient cachés à l'endroit où nous nous étions abrités de la pluie quand tu avais 8 ans. Il y avait une clé USB et des papiers. Tout devait éclater au grand jour, mais pas à n'importe quel prix. Surtout pas au prix de ta sécurité. Tu es plus importante que n'importe quelle vérité, Greta. Mais la vérité compte aussi. Tu es intelligente. Tu trouveras comment faire. Le dernier paragraphe était plus court que les autres. L'entreprise s'appelle Bergman et Associés. Jonathan Bergman. Retiens ce nom. Et sois prudente. Greta lut jusqu'au bout, plia les pages, les remit dans l'enveloppe, puis se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et scruta l'obscurité pendant un long moment. Bergman. Elle avait épousé un homme dont le nom de famille était Bergman. Aujourd'hui, il y a quelques heures à peine, elle déplaça sa tasse de thé du rebord de la fenêtre, posa ses mains contre la vitre froide et resta là. Était-ce une coïncidence? Bergman n'était pas le nom le plus rare au monde. Jonathan Bergman, le promoteur, et Elias Bergman, son fils, l'architecte. Étaient-ils de la même famille? Elle connut la réponse à l'instant même où elle se posa la question. Bien sûr qu'il l'était. Elias arriva le matin, sans prévenir. Il sonna à l'interphone juste après 9 heures. Greta était déjà réveillée. Elle n'avait presque pas dormi de la nuit, lisant la lettre en boucle, réfléchissant. Elle le fit monter sans demander qui c'était. Il entra, vêtu d'une veste, avec des cernes sous les yeux. Il n'avait manifestement pas dormi non plus. « Un café » demanda-t-elle depuis le pas de la porte. « S'il te plaît. » Ils entrèrent dans la cuisine. Greta lança le café, sortit 2 tasses. Il s'assit à la table, croisa les mains devant lui, et les fixa pendant qu'elle s'affairait avec la machine. L'appartement était silencieux, seul le bourdonnement du broyeur, puis le bouillonnement de l'eau se faisait entendre. Lorsqu'elle posa la tasse devant lui et s'assit en face, il leva les yeux. « Je n'étais pas au courant de l'avenant concernant le Treuhan-Vermeugen, dit-il. Je te le jure, je l'ai découvert hier soir, après tout ce qui s'est passé. Qui l'a signé? Ma mère. Elle avait la procuration de mon père. Il la lui a remise lorsqu'il a été admis pour son opération cardiaque, prévue il y a 2 semaines. Une procuration générale très large. Il pensait que c'était juste au cas où, pour les affaires. Elle s'en est servie pour le Treuhan-Vermeugen. L'avocat? Il marqua une pause. Sam Rothman, une vieille connaissance de mon père. C'est lui qui a fait passer le dossier. Greta entoura sa tasse de ses mains. Le café était chaud. Donc ton père ne savait pas? Non. Et toi? À propos de l'avenant? Non. Il la regarda droit dans les yeux. Mais tu ne m'interroges pas seulement sur l'avenant, n'est-ce pas? Non. Silence. Il prit sa tasse, but une gorgée et la reposa. Je savais que ma famille était compliquée, dit-il lentement. Je savais que mon père avait bâti son empire lors du boom immobilier des années 90, et que ce n'était pas toujours très propre. Je savais que ma mère sait comment obtenir ce qu'elle veut. Mais précisément quoi? Quand? Comment? Non, je n'en connaissais pas les détails. Et ça te convenait? Non, répondit-il sans hésiter. Ça ne me convenait pas. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'architecture au lieu de rejoindre le cabinet. C'est pour ça que je... Il s'arrêta. Quoi? L'incita-t-elle. Il retomba dans le silence, fixant son café. Elias, je sais pour ton père, dit Greta. Pas tout, mais je sais qu'il était impliqué avec les archives municipales, et qu'il y a eu des contacts entre lui et mon père. Je n'en connaissais pas les détails. Je ne savais pas que c'était lié à toi jusqu'à ce que nous soyons déjà, jusqu'à ce que je sois déjà, jusqu'à ce que tu sois déjà amoureuse, finit-elle pour lui. Il ne confirma ni ne nia, se contentant de la regarder. Quand as-tu compris qui j'étais? Demanda-t-elle, 1 mois après notre rencontre. Tu as mentionné ton père. Georg Schneider, l'archiviste municipal. Le nom m'a dit quelque chose.
Pas tout de suite. Plus tard, en rentrant chez moi, j'ai fait des recherches. J'ai découvert la vérité. Et qu'as-tu fait? Rien. Il le dit et cette honnêteté était pire que tout le reste. Je n'ai rien fait. Je me suis convaincue que je ne savais pas si c'était lié, que c'était peut-être une coïncidence, que cet amour était plus important. Quelque chose comme ça. Greta le regarda. Il lui rendit son regard. Tu es un lâche, ou un idéaliste. Probablement les deux. Elle se leva, se servit un autre café, resta un instant près de la fenêtre, puis revint s'asseoir. Je dois te montrer quelque chose, dit-elle. Il lut la lettre de son père pendant un long moment. Greta ne le pressa pas. Elle s'assit en face de lui et regarda son visage changer. Pas de manière spectaculaire, pas comme un acteur, mais lentement, comme le ciel change avant une tempête. D'abord clair, puis quelque chose bascule, et on sait ce qui arrive. Lorsqu'il eut fini, il plia soigneusement les pages et les posa sur la table, avec autant de précaution que Greta l'avait fait la veille. Cela a été écrit 2 mois avant sa mort, dit Elias. Oui, ce qui signifie qu'il avait peur. Oui. Elias se leva, fit 3 pas dans la cuisine dans un sens, 3 pas dans l'autre, et s'arrêta près de la fenêtre. Je dois parler à ma mère, dit-il. Je le sais. J'y vais maintenant, d'accord. Il se tourna et la regarda. Greta, plus tard. Parle-lui d'abord, dit Greta. Il hocha la tête, attrapa sa veste. Est-ce que tu vas quelque part? Non, dit-elle. Je ne vais nulle part. La porte se referma. Greta resta assise 1 minute de plus, puis prit son téléphone. Pas pour appeler, juste pour le tenir. Puis elle se leva, ramassa les tasses, les lava beaucoup plus soigneusement que nécessaire et les posa sur l'égouttoir. Jonathan Bergman et associé. Son père avait craint ce nom pendant 20 ans, puis était mort d'une crise cardiaque. Greta raccrocha le torchon, resta là et fixa les tasses mouillées. Le domaine de la famille Bergman se trouvait dans une banlieue calme et aisée, derrière une haute clôture et un aménagement paysager impeccable. Elias avait grandi dans cette maison. Il connaissait chaque marche, chaque craquement du parquet à l'étage. À présent, en remontant l'allée de gravier vers l'entrée, il trouva que la maison paraissait plus petite que dans ses souvenirs d'enfance, ou peut-être était-ce lui qui avait changé. Sa mère était dans le salon, assise dans un fauteuil près de la fenêtre avec un livre, ou du moins faisant semblant de lire. Le livre reposait sur ses genoux, mais à la même page que lorsqu'il était entré. Elias, dit-elle, ce n'était ni une question, ni une marque de surprise, juste un constat. J'ai besoin d'une explication, dit-il. Assieds-toi. Je reste debout. Diana Bergman ferma le livre, le posa sur la table basse et regarda son fils. Calmement, sans chercher à se défendre, comme quelqu'un qui s'était préparé à cette conversation bien à l'avance. Je protégeais la famille, dit-elle. Ce n'est pas une explication. C'est la seule que j'ai. Elias s'approcha de la fenêtre, se tint à côté d'elle sans s'asseoir, sans l'oppresser. Il resta simplement là. L'avenant au Truanvermeugen, dit-il. Tu as utilisé la procuration de papa. Il ne te l'a pas donnée pour ça. Il me l'a donnée parce qu'il a confiance en moi. Un silence. Il avait confiance en moi. C'est la même chose. Elle ne s'y l'a pas. Maman, cette fille n'a rien fait de mal. Elle est notre falsanité. Elle a 27 ans. Elle a perdu son père il y a 6 mois. Et à son mariage, tu nous sors un coup pareil. J'ai organisé ce qui était nécessaire. Nécessaire pour qui? Sa voix s'éleva pour la première fois. Diana ne broncha pas. Elle le regarda froidement. Pour toi, dit-elle. Pour Nick. Pour ton père. Pour l'entreprise. Ne fais pas ça pour moi, dit-il durement. Tu m'entends? Ne le fais pas. Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. Explique-moi ce que je ne comprends pas. Pourquoi cette femme est-elle une menace pour notre famille? Un long silence. Diana tourna son visage vers la fenêtre. Dehors s'étendait le jardin, soigné, taillé, avec des allées parfaitement rectilignes. Son père, finit-elle par dire, savait des choses qui ne pouvaient pas être rendues publiques. Quelle chose, maman? Quelle chose? Elle ne répondit rien. Maman. Rien. Elle regardait droit devant elle vers le jardin, immobile, sans dire un mot, et ce silence était la réponse. Ce silence disait tout. Elias se tint debout et la regarda. Il l'avait observée toute sa vie, forte, confiante, sachant toujours quoi faire. À présent, il voyait autre chose, quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Nick apparut dans l'encadrement de la porte du salon. Il se tenait là, silencieux. Il avait manifestement entendu une partie de la conversation. Il regarda son frère, puis sa mère, puis à nouveau son frère. Elias croisa son regard. Nick fit un minuscule signe de tête, presque imperceptible. Elias sortit. Nick appela Greta lui-même, 2 heures après qu'Elias eut quitté son appartement. Greta, c'est Nick, le frère d'Elias, je me souviens, dit-elle. Tu es chez toi en ce moment? Oui. Je peux te dire quelque chose? Rapidement. Je pense juste que c'est important. Vas-y. Un silence. Elle entendit sa respiration, un peu saccadée, comme celle de quelqu'un qui rassemble son courage. Je ne sais pas tout, finit-il par dire. Vraiment pas. Mais je sais qu'il y a 3 ans, quelqu'un a mentionné le nom de Schneider, l'archiviste, devant moi, et le visage de ma mère a complètement changé. Totalement. Je n'avais pas compris à l'époque, j'avais un peu oublié, mais ça m'est revenu aujourd'hui. Nick, demanda Greta, est-ce que ta mère avait peur de mon père? Un long silence. Je pense, dit-il prudemment. Elle n'avait pas peur de lui. Elle avait peur de ce qu'il savait. Greta resta là, le téléphone à la main, fixant le coin de la pièce où se trouvait désormais la boîte d'archives vide. Merci, dit-elle. Greta, tu tiens le coup? La question était si simple, et c'était précisément pour cela qu'elle faillit ne pas pouvoir répondre. Parce que tout au long de cette journée, hier et aujourd'hui, personne ne le lui avait demandé.
Elias avait posé des questions sur les documents, sur son père, sur les circonstances. Nick, lui, s'inquiétait pour elle. « Je tiens le coup, dit-elle. C'est ce que je fais. » Elle avait 8 ans lorsqu'ils furent surpris par une averse estivale dans le parc de la ville. Elle et son père étaient allés nourrir les canards à l'étang. C'était une tradition qui, pour une raison quelconque, devait toujours avoir lieu un samedi. Et toujours avec du pain blanc. Même si les canards préféraient probablement autre chose. Le ciel s'est couvert rapidement, comme souvent en juillet. Une minute, il fait beau, la suivante, tout est sombre. D'abord quelques grosses gouttes éparses, puis tout s'abat d'un coup. Ils coururent vers le kiosque, au fond du parc. Un vieux pavillon en bois, à la peinture écaillée, avec des bancs qui faisaient tout le tour à l'intérieur. Son père secoua l'eau de ses épaules, il sortit des serviettes en papier de son sac et essuya le visage de Greta. Avec précaution, comme il faisait tout. « Ce n'est rien, dit-il. On va attendre que ça passe. » Ils s'assirent et regardèrent la pluie. C'était un véritable déluge. Les feuilles ployaient sous l'averse. Les chemins devinrent glissants et brillants. Les canards sur l'étang disparurent. Ça sentait la terre mouillée et le bois. « Papa, dit-elle, et si ça ne s'arrête pas, ça s'arrêtera. Mais si ça ne s'arrête pas, il y réfléchit. Sérieusement. » Il lui répondait toujours sérieusement, même aux questions enfantines. « Alors on continuera d'attendre que ça s'arrête. On n'a nulle part où aller. On attend, c'est tout. Et si on s'ennuie ? » « Je ne m'ennuie jamais avec toi, dit-il simplement. Elle se pressa contre lui. Il passa son bras autour de son épaule. La pluie s'arrêta 20 minutes plus tard. Ils rentrèrent à pied par les sentiers mouillés, et l'eau s'infiltrait par les coutures de ses sandales. C'était désagréable, mais pour une raison quelconque, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était la façon dont ils s'étaient assis ensemble sous le toit du kiosque, à écouter la pluie. Greta s'en souvint toute sa vie. Juste là, sous la 3e planche du banc depuis l'entrée. L'endroit où nous nous sommes cachés de la pluie quand tu avais 8 ans. Tante Martha vivait à 2 arrêts de chez Greta en S-Bahn, dans un vieil altbau avec un hall sombre et des escaliers en bois. Elle ouvrit la porte presque aussitôt que Greta eut sonné, comme si elle l'attendait sur le seuil. La première chose que Greta vit sur son visage ne fut pas de la surprise, mais de la peur. Une peur vive, momentanée. Tante Martha savait la cacher, mais pas assez vite. « Gracie, dit-elle. Entre. » Elles s'assirent dans la cuisine. Sa tante versa du thé, sortit un petit bol de bonbons au caramel, les mêmes que lorsqu'elle était enfant. Greta en prit un, non pas parce qu'elle en avait envie, mais parce que le rituel lui était familier. Elle posa la lettre sur la table sans dire un mot. Tante Martha la ramassa et la lut. Greta regardait ses yeux parcourir les lignes, lentement, puis plus vite, puis à nouveau lentement. Quand elle eut fini, elle plia les pages avec autant de soin que Greta et les remit dans l'enveloppe. Un long silence. Il me l'avait dit, finit par dire tante Martha. Sa voix était calme, posée, la voix de quelqu'un qui s'était préparé à cette conversation depuis longtemps. Il a dit que si Greta venait un jour te voir avec cette lettre, cela signifierait que le pire est arrivé. C'est arrivé, dit Greta. Je sais, je n'ai jamais cru que c'était seulement son cœur, dès le début. Elle regarda par la fenêtre. Georg ne s'est jamais plaint de son cœur. De la tension, oui, mais pas de son cœur. Il était fort. Tante Martha, savais-tu de quoi il avait peur? Pas de tout. Il ne voulait pas m'impliquer. Il disait souvent, moins tu en sais, mieux c'est. Je me fâchais contre lui, je pensais qu'il exagérait, que c'était juste ses nerfs. Mais il... Elle s'interrompit, prit sa tasse et la tint à 2 mains. Il t'aimait tellement, dit-elle. Tu le sais probablement, mais c'était vrai. Après le décès de ta mère, tu étais tout son univers. Greta hocha la tête, elle le savait. Tu es censé me donner quelque chose, dit-elle. Tante Martha ne fut pas surprise. Elle se leva et quitta la cuisine. Greta entendit un placard s'ouvrir dans le couloir, puis un bruissement. Elle revint et posa une clé sur la table. Une petite clé ordinaire, comme pour un coffre ou un petit tiroir, en acier, sans porte-clés. Il m'a laissé ça il y a 1 an, dit tante Martha. Il m'a dit de la cacher et de n'en parler à personne. Seulement si Greta vient d'elle-même, donne-la lui. Je ne sais pas à quoi elle sert, il ne l'a pas dit. Un silence. Tu vas faire attention? Je le ferai, dit Greta. Promets-le-moi. J'ai travaillé comme note falsanitété pendant 10 ans. Je sais comment être prudente. Sa tante eut un léger sourire. Pas vraiment joyeux, mais un sourire tout de même. Il disait toujours que tu étais la personne la plus têtue qu'il ait jamais connue. C'est un compliment venant de lui. Oui. Audrey Sinclair l'attendait devant son immeuble. Greta l'aperçut de loin, grande, brune, vêtue d'un manteau de laine coûteux, avec cette posture particulière que l'on acquiert soit par des années de danse classique, soit par un effort conscient pour projeter une supériorité. Audrey, 29 ans, la fille de l'ancien associé de Jonathan Bergman. Greta ne l'avait vue qu'une seule fois, lors d'un dîner de famille où Elias l'avait emmenée. Audrey avait regardé Greta, à l'époque, comme on regarde un chat errant, qui s'est égaré dans la maison et s'est installé sur le fauteuil préféré. Greta, dit Audrey, comme si elles étaient de vieilles amies. Quelle coïncidence. Une coïncidence, approuva Greta. Elle se tenait sur le trottoir. C'était l'automne maintenant. Le vent fit voler une feuille d'érable sèche sur les marches. Audrey sourit de façon magnifique et professionnelle. J'ai appris ce qui s'est passé hier, dit-elle. Une situation terrible. Comment tenez-vous le coup? Bien, vraiment. Audrey inclina légèrement la tête. Vous faites bonne figure. C'est bien. Un silence. Vous connaissez Elias, c'est le genre de personne qui pourrait faire des choses par pitié. Il a un grand cœur.
Parfois, il est difficile de faire la différence entre la pitié et autre chose. Greta la regarda. Alors, vous essayez de me dire qu'il m'a épousée par pitié? Je n'essaie rien de dire. Audrey sourit à nouveau. C'est juste qu'il faut admettre que tout cela a été très rapide. 3 mois. Les gens se précipitent quand ils ne sont pas très sûrs, ou quand ils sont absolument certains, dit Greta. Audrey haussa les épaules. Tout le monde pense que son cas est particulier. On n'épouse pas quelqu'un par pitié, dit calmement Greta. Audrey l'observa quelques secondes, puis dit « Cela dépend de qui vous êtes ». Greta hocha la tête, de la manière dont on le fait quand une conversation est terminée. « Bonne journée », dit-elle avant d'entrer dans son immeuble. Audrey resta dehors. Elle se rendit au parc ce soir-là. C'était un vieux parc, du genre de ceux que l'on trouve au cœur des villes historiques, avec des chênes et des ormes centenaires, des lampadaires anciens et des sentiers pavés qui gardaient la mémoire de générations de promeneurs. L'étang aux canards, les bancs bordant les allées, et dans le coin le plus reculé, derrière les buissons de lilas, le kiosque. Grete avait craint qu'il ne soit plus là, tant d'années avaient passé. Ils auraient pu le démolir, le reconstruire, le remplacer, mais il était là, légèrement penché, avec quelques planches plus récentes sur le toit, mais essentiellement le même, la même peinture écaillée, les mêmes bancs circulaires. Greta entra, s'arrêta une seconde, puis s'agenouilla près du banc à gauche de l'entrée et commença à compter les planches. Première, deuxième, troisième. La troisième planche était légèrement plus haute que les autres, imperceptible si l'on ne savait pas où regarder. Greta tira dessus. Elle céda facilement, comme si elle avait été ouverte il n'y a pas si longtemps. Sous la planche se trouvait un creux dans la vieille fondation en béton, petit, peut-être délibéré, peut-être un accident du temps. Cela n'avait pas d'importance. À l'intérieur du creux se trouvait une boîte métallique plate avec un loquet. La clé de tante Martha s'y adapta parfaitement. À l'intérieur se trouvaient 2 choses. Une clé USB dans un petit sac en plastique et une feuille de papier pliée en 4. Greta déplia le papier. C'était une liste, une colonne de noms et de dates écrits de l'écriture soignée de son père. Les dates étaient par ordre chronologique. La première date était un jour qu'elle ne reconnaissait pas, mais à côté, il y avait une note. Effondrement, bâtiment 2, Eichenstrasse, 3 familles, puis une série d'autres dates, réunion, décision, signature. La toute dernière ligne n'avait pas de date. C'était juste un nom et une initiale écrits d'une main lourde, avec une pression telle que la main de son père semblait encore trembler au moment de les tracer. J. Bergman. Greta restait assise dans le belvédère, les yeux fixés sur la liste. Au-delà des buissons de lilas, l'air avait l'odeur du début de l'hiver. Un réverbère au bout de l'allée vacilla et s'alluma dans un grésillement. La lumière devint un peu plus vive. Quelque part sur l'étang, un canard solitaire poussa un cri avant de retomber dans le silence. Greta plia le papier, glissa la clé USB dans sa poche, verrouilla la boîte métallique et se leva. L'alliance, qu'elle avait transférée de sa robe à la poche de son jean avant de partir, pressa contre ses articulations lorsqu'elle serra le poing. Le métal avait pris la chaleur de son corps. Elle sortit du belvédère et rentra chez elle à pied. Désormais, elle savait presque tout. Presque. Il ne lui restait plus qu'à décider quoi en faire. La clé USB s'ouvrit immédiatement. Son père n'avait configuré aucun mot de passe. Il ne leur avait jamais fait confiance. Un homme qui cache des choses risque toujours d'oublier où il les a mises, disait-il souvent. Il préférait cacher les objets physiquement, de ses propres mains, dans un endroit que seules elle et lui connaissaient. Greta s'installa devant son ordinateur portable et ouvrit les fichiers un par un. Il y en avait beaucoup. Des documents scannés, des rapports d'inspection, des plans, des feuilles de calcul. Certains étaient manifestement anciens, du papier jauni, du texte dactylographié, avec une pression d'encre inégale. D'autres étaient plus propres, plus récents, mais ne dataient pas non plus d'hier. Tout était soigneusement organisé dans des dossiers. Son père avait été un pédant dans sa profession. C'était dans son sang, dans ses habitudes, dans la structure même de son esprit. Greta lisait lentement. Elle n'était pas experte en construction ni en droit des sociétés, mais les documents étaient disposés de telle sorte que l'histoire était claire, même sans formation professionnelle. Un projet de gratte-ciel résidentiel. Des écarts critiques par rapport au code du bâtiment lors de la pose des fondations, avec des chiffres précis. Le rapport d'un expert indépendant qui avait été rédigé et, à en juger par le document suivant, officiellement enterré et jamais enregistré. Un certificat de conformité signé à des dates qui ne correspondaient pas au registre d'inspection. Et un dossier séparé que son père avait simplement nommé après. À l'intérieur se trouvaient 3 photos, en noir et blanc, de mauvaise qualité, visiblement scannées à partir de vieilles coupures de presse. L'une montrait l'angle effondré d'un bâtiment. Une montagne de décombres de béton, des poutres en acier tordu. La seconde montrait des gens debout derrière un ruban de police. On ne pouvait pas distinguer leur visage. La troisième était un plan plus rapproché, pris un peu à l'écart de la foule. Un homme portant une lourde veste de travail se tenait face aux ruines. Son visage était de 3/4. Greta fit un zoom. C'était Jonathan Bergman. Plus jeune qu'aujourd'hui, peut-être au milieu de la trentaine. Mais c'était bien lui. Le dossier contenait également une lettre, tapée à la machine, imprimée, sans signature ni adresse de retour, adressée à Georg Schneider. « Georg, je t'ai vu copier les fichiers de la section 4A des archives municipales. Je t'en supplie, sois prudent.
Les personnes liées à ces documents gardent un œil sur les archives. Ils peuvent le découvrir. Laisse tomber tant que tu le peux encore. Si tu refuses, assure-toi au moins que tes copies sont en lieu sûr. Je ne peux pas signer mon nom, je suis désolée. Greta lut la lettre 2 fois. L'auteur anonyme connaissait l'existence des archives, la section spécifique savait qu'elles étaient surveillées et avait tout de même envoyé un avertissement. Cela signifiait qu'il avait une conscience, ou quelque chose qui y ressemblait. Qui cela pouvait-il être? Elle prit tout en photo avec son téléphone, chaque document, chaque page, puis les téléchargea sur un drive et sur une adresse email de secours. Redondance, au cas où, une habitude professionnelle. En médecine d'urgence, on vous apprend que la redondance des informations sauve des vies. Puis elle s'adossa à sa chaise et fixa le plafond. 3 familles inscrites sur la liste de son père. 3 familles. 3 familles qui vivaient dans cet immeuble. Probablement des enfants, probablement des personnes âgées, des gens ordinaires qui vivaient là simplement parce qu'ils avaient acheté un appartement dans un nouveau complexe. Il ne savait rien des fondations, des rapports enterrés, des signatures antidatées. Greta resta assise encore 1 minute, puis se leva pour aller se coucher car, demain, elle aurait besoin d'avoir les idées claires. Jonathan Bergman sortit de l'hôpital lundi. L'opération prévue s'était déroulée sans accroc. C'était tout ce qu'Elias savait par sa mère ces derniers jours. Il n'avait pas appelé sa mère lui-même. Il alla voir son père seul. Jonathan le reçut dans son bureau à la maison, pas dans le salon où les affaires familiales étaient habituellement discutées, mais dans son cabinet, assis derrière son bureau massif. C'était sa façon d'établir une distance. Elias connaissait cette tactique depuis l'enfance. Son père avait l'air plus mal en point que d'habitude, plus pâle. Ses mouvements étaient légèrement ralentis, mais son regard était le même, pesant, immuable. « Assieds-toi. »« Je vais rester debout. »« Comme tu veux. » Ils restèrent en silence. Elias regardait son père. Son père regardait sur le côté, vers la carte au mur où des épingles colorées marquaient les développements immobiliers de l'entreprise. « Je veux parler du passé. »« De quoi précisément ?»« De Georg Schneider, l'archiviste. » Jonathan ne changea pas d'expression, ne tressaillit pas, ne se crispa pas, mais quelque chose en lui changea. Elias le sentit. Une porte qui se fermait. « Qu'est-ce que tu veux savoir ? Qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé ? » Il y a eu une conversation. Juste une conversation. On lui a expliqué que conserver certains documents n'était pas dans son intérêt. Il a compris. Et puis il est mort. Et puis il est mort. Son cœur. Ce n'est pas lié. Elias le regarda. « Tu en es sûr ?» Un silence long et atroce s'installa. « Je suis sûr qu'il y a eu une conversation. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Je ne sais pas. J'étais hors de la ville. » Ta mère a géré les questions administratives. Les questions administratives ? Papa, c'était le père de ma femme. Jonathan Bergman regarda son fils. Directement, sans détour, pour la première fois de toute la conversation. Je sais. Puis le silence revint. Et je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé après la conversation. Je ne sais pas comment Schneider est mort. On m'a dit que c'était son cœur. J'ai accepté cette version parce qu'il était pratique de l'accepter. Elias fixait cet homme imposant et pesant, qui avait bâti un empire à partir de rien, qui savait prendre des décisions impitoyables, qui, toute sa vie, lui avait semblé être un homme sachant exactement ce qu'il faisait. Aujourd'hui, l'homme assis devant lui était différent. Un homme qui s'autorisait à ne pas savoir. Un homme qui choisissait l'ignorance. C'était pire qu'un mensonge, bien pire. Je dois y aller. Il était déjà à la porte quand son père parla doucement, presque pour lui-même. « Elias, si tu découvres quelque chose, je veux le savoir. » Elias s'arrêta, sans se retourner. « Alors commence par chercher toi-même. » Eddie apparut mercredi. Greta marchait du parking vers son immeuble quand il sortit de l'ombre près du mur adjacent. Pas brusquement, pas de manière menaçante, presque poliment. Un homme d'une 50aine d'années, solidement bâti, avec une coupe grise très courte, portant une veste sombre. Son visage était calme, voire plaisant. Le visage d'un homme qui maîtrisait tout. Greta. Greta s'arrêta. « Oui. » « Donnez-moi exactement 5 minutes. Mon nom est Eddie. Je représente des personnes qui aimeraient résoudre une certaine situation à la satisfaction mutuelle de tous. » Satisfaction mutuelle. Il prononça la phrase sans ironie, tout à fait sérieusement, comme un avocat d'affaires lors d'une négociation. « Je vous écoute. Nous savons que vous avez trouvé des documents appartenant à votre père. » Des documents concernant des affaires privées datant de plus de 20 ans. Les personnes que je représente préféreraient que ces documents ne fassent pas l'objet d'une exposition indésirable. Vous comprenez ? Continuez. Dans cette optique, il vous propose ce qui suit. Vous remettez tous les documents existants. En échange, vous recevez une compensation financière qui vous permettra de vous installer très confortablement dans une autre ville. Une somme substantielle. Nous sommes prêts à discuter des chiffres. Greta restait là, à l'observer. Quelque part au-dessus d'eux, une fenêtre se ferma bruyamment. L'air sentait la fin de l'automne, froid et humide. Donc, on me propose de l'argent et un plan de relocalisation. Exactement, dans la ville de votre choix. Je vois. Elle hocha la tête comme si elle envisageait sérieusement l'offre. J'ai besoin d'y réfléchir. C'est raisonnable. Eddie sortit une carte, une simple carte de visite blanche, avec seulement un numéro de téléphone. Rien d'autre. 3 jours. Après cela, la situation pourrait se compliquer. Pourrait se compliquer. C'est une menace ? C'est une information. Greta prit la carte. Très bien, 3 jours. Elle se dirigea vers son immeuble. Il ne bougea pas, se contentant de la regarder s'éloigner.
Elle sentait son regard dans son dos, mais ne se retourna pas. La porte du hall se verrouilla derrière elle. À l'intérieur, elle s'est arrêtée, s'est appuyée contre le mur et a passé quelques secondes à simplement respirer. En travaillant comme note falsanitétaire, elle avait vu des gens mourir juste devant elle, vu des familles recevoir les pires nouvelles de leur vie, vu la peur sous toutes ses formes. Elle savait comment agir malgré la peur parce que son travail ne lui permettait pas de s'arrêter. La peur n'était qu'une information, un signal. On en prend acte et on continue d'avancer. Elle a sorti son téléphone et a appelé Elias. Il est arrivé 20 minutes plus tard et a sonné à l'interphone. Elle l'a laissé entrer sans dire un mot. Il est monté et est entré. Elle lui a immédiatement parlé d'Eddie, là, dans le couloir, sans préambule. Étape par étape, comment il s'était approché, ce qu'il avait dit, et elle lui a montré la carte. Elias a pris la carte et l'a regardée. Son visage s'est durci, pas de la colère, juste de la dureté. L'air qu'on a quand on a pris une décision et qu'on se contente de l'exécuter. Eddie, a-t-il dit. Eddie Lawson. Il travaillait dans le service de sécurité de notre entreprise. Il a démissionné il y a environ 3 ans. Un silence. Ce qui signifie qu'il est désormais un consultant indépendant. Travaillant pour qui? Je ne sais pas, je vais découvrir. Elias, a dit Greta. Ce n'est pas juste une menace. Il n'a pas été envoyé par ton père. Pourquoi penses-tu cela? Parce que ton père ne saurait pas exactement ce que j'ai trouvé. Mais ce type, lui, le savait. Il a dit « Des documents appartenant à votre père. » Pas seulement des papiers au hasard, mais spécifiquement ceux de mon père. Jonathan Bradley ne sait pas qu'il y a une clé USB, mais quelqu'un d'autre le sait. Elias l'a regardé. « Quelqu'un t'a suivi » a-t-il dit lentement. « Ou m'a suivi moi. Je n'ai pas eu peur » a-t-elle dit. Ou peut-être que si, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai gagné 3 jours et durant ces 3 jours, nous devons agir intelligemment, pas sous le coup de l'émotion. Il l'a fixé un instant, puis a expiré. D'accord, a-t-il dit. Alors montre-moi cette clé USB. Ils sont restés assis à la table de la cuisine jusqu'à 2 heures du matin. Elias a lu les documents. Greta a expliqué ce qu'elle comprenait et ce qu'elle ne comprenait pas. Parfois, il clarifiait les choses de manière professionnelle. En tant qu'architecte, sachant lire des plans de structure et des rapports d'ingénierie, il a vu les violations du code exactement là où elle les avait soupçonnées. C'est crucial, a-t-il murmuré. Ils auraient dû repérer ça lors de l'inspection. Et voici la signature. Regarde, cette date est impossible. Quand il est arrivé à la photographie, celle du jeune Jonathan Bradley debout près des décombres, il est resté silencieux un long moment. C'est mon père, a-t-il dit. Oui, il était là. Il y était. Un long silence. Elias a posé son coude sur la table et a enfoui son visage dans sa main, non pas par désespoir, mais avec ce geste précis que les gens font pour empêcher leurs pensées de s'éparpiller. Parle-moi de l'effondrement, a-t-il dit. J'étais enfant. Je ne connais pas les détails. Je ne connais pas les détails non plus, a répondu Greta. Juste ce qu'il y a dans les dossiers de mon père. Une section du bâtiment, 3 familles. La cause officielle était l'usure structurelle. L'usure, a-t-il répété, sur un bâtiment de moins de 5 ans. Exactement. Il a posé son téléphone, qu'il utilisait pour faire défiler les images, s'est levé, s'est versé un verre d'eau, l'a bu, et s'est rassis. Je n'étais pas au courant pour les meurtres, a-t-il dit. Je veux que tu comprennes ça. Je savais qu'il y avait eu des violations du code par le passé. Je savais que l'entreprise avait pris des raccourcis dans les années 90, mais spécifiquement l'effondrement d'un bâtiment. Des morts? Non. Ils nous ont dit que le bâtiment était vieux, que c'était un accident tragique. J'avais 10 ans. Je n'ai pas vérifié les faits. Tu n'aurais pas dû avoir à vérifier les faits à 10 ans, mais tu aurais dû le faire plus tard. Greta l'a regardé. Il l'avait dit sans s'autoflageller, sans culpabilité démonstrative, énonçant simplement un fait, comme un médecin examinant une radiographie et nommant la fracture. Incendie ou effondrement? A-t-elle demandé. Une question qui l'obsédait depuis leur conversation du premier matin. Effondrement, a-t-il répondu. Je me suis trompé l'autre fois. Dans mes souvenirs d'enfance, les choses se sont mélangées. Il y a eu un incendie sur un autre site plus tard. Un silence. Ils m'ont dit que l'effondrement était un accident inévitable. Ils nous ont tous dit ça, et tu l'as cru, nous l'avons cru. Silence. Une voiture est passée dehors, ses phares balayant le plafond. Qu'est-ce qu'on fait? A demandé Elias. Je réfléchis, a dit Greta. Laisse-moi réfléchir. Ils se sont présentés le lendemain, tous les 4. Jonathan est arrivé le premier, sans prévenir, sans appeler. Il s'est tenu à la porte de Greta et a sonné. Quand elle a ouvert, il a dit « Puis-je entrer ?» Et dans cette question, il y avait quelque chose qui ne lui ressemblait pas. Greta l'a senti immédiatement. C'était un homme qui ne demandait jamais la permission. Pourtant, il était là, à la demander. Elle l'a laissé entrer. 10 minutes plus tard, Diana Bradley est arrivée. De toute évidence, ils s'étaient coordonnés ou elle avait fait suivre son mari. Elle est entrée sans demander, comme si c'était sa propre maison. Elle a scanné l'appartement d'un regard rapide et tranchant, comme si elle en était la propriétaire. Greta n'a rien dit. Elias est arrivé en 3e. Il savait que son père venait et lui avait envoyé un SMS. Il s'est tenu contre le mur, les bras croisés. 4 personnes dans une petite cuisine. Il y avait des tasses sur la table. Greta les avait sorties par automatisme, par habitude. Personne n'y a touché. J'ai entendu dire, a commencé Diana, que vous avez eu des conversations, que vous avez fait des recherches sur certains documents. Je veux être tout à fait claire sur un point. Elle parlait d'un ton légal, précis, comme un négociateur. Les documents que vous avez trouvés n'ont aucune valeur juridique.
Ils ont été obtenus illégalement dans des archives auxquelles votre père n'avait aucun accès autorisé en dehors de ses fonctions spécifiques. Un archiviste a accès à l'ensemble des archives dans le cadre de ses fonctions, a dit Greta. Copier des fichiers pour préserver les preuves d'un crime potentiel n'est pas illégal. C'est une question d'interprétation. Diana l'a regardé. Quelque chose dans son regard a légèrement changé, d'un rien. Elle ne s'attendait pas à ce que Greta réplique ainsi. « Êtes-vous avocate » a-t-elle demandé. « Non, mais je sais lire. » Greta, a dit Jonathan. Il était resté silencieux tout ce temps, près de la fenêtre. Il s'est retourné. Qu'est-ce que vous avez trouvé exactement? Des documents prouvant des violations du code du bâtiment pendant la construction du projet de Leichenstrasse. Le rapport d'un expert qui a été enterré. Des registres d'inspection avec des dates falsifiées et une photographie de vous sur le site après l'effondrement. Silence. Jonathan l'a regardé sans expression, sans défense, il a simplement regardé. « Et qu'avez-vous l'intention de faire avec ça » a demandé Diana. Greta a ramassé le morceau de papier plié sur la table, celui qui provenait de la boîte métallique de son père, l'a déplié et l'a posé sur la table pour que tous puissent le voir. « C'est une liste » a-t-elle dit. Des noms, 3 familles, 12 personnes. Elle a regardé Diana droit dans les yeux. Ce n'est pas du chantage. Je ne veux pas d'argent et je ne déménage pas dans une autre ville. C'est de la mémoire, et ça ne s'effacera pas. Jonathan Bradley a baissé les yeux vers la liste, l'a fixé un long moment. Greta a observé un changement sur son visage. Lentement, profondément, comme la terre se tasse après une longue pluie. Pas exactement du remords, mais quelque chose de plus vaste et de plus complexe. Le regard d'un homme qui est enfin forcé de fixer ce qu'il a passé des décennies à éviter. Diana s'est levée. « Jonathan, nous partons. »« Attends, » a dit Jonathan. « Attends, » a-t-il répété. « Donne-moi une seconde. » Elle s'est tue. Pour la première fois de toute cette épreuve, elle s'est tue. Jonathan a continué de regarder la liste, puis a levé les yeux vers Greta. « Quel était son nom » a-t-il demandé. « Votre père. Georg Schneider. »« Georg Schneider » a-t-il répété doucement, comme s'il goûtait le nom. C'était un homme de bien, le meilleur que j'ai jamais connu. Diana lui a pris le bras et ils sont partis. Elias les a accompagnés jusqu'à la porte, puis est revenu. « Tu as bien agi » a-t-il dit. « J'ai juste dit la vérité. C'est ça, bien agir. » Tard ce soir-là, Nick a appelé. Elias était encore chez Greta, et elle lui a passé le téléphone. La conversation a été brève. Nick a dit qu'il voulait venir. Elias a dit « Viens ». Une demi-heure plus tard, Nick était assis dans cette même cuisine, tenant une tasse de thé, et la fixant si intensément qu'on aurait pu croire que les réponses de l'univers se trouvaient au fond. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt » a-t-il fini par commencer, il y a 3 ans. « Dis-le maintenant » a dit Elias. Nick a posé la tasse. « Audrey » a-t-il dit, Audrey Sinclair. Elle m'a montré quelque chose, une fois, pas tout. Je réalise maintenant que ce n'était pas tout. Juste des parties de certains documents qu'elle avait trouvés dans les vieux dossiers de son père. Il y avait quelque chose au sujet de l'effondrement, au sujet de notre père. Il a marqué une pause. Elle disait que c'était juste une information, qu'il vaut mieux savoir à quel genre de famille on appartient. Je n'avais pas compris pourquoi elle me montrait ça à l'époque. Je comprends maintenant. Elle gardait ça comme moyen de pression pour l'avenir. Elias a regardé son frère. Tu savais, depuis 3 ans. Je savais que quelque chose n'allait pas. Rien de précis. Pas pour les morts. Pas pour l'archiviste. Juste que quelque chose de mal s'était passé autrefois. Nick a saisi la tasse. Laisse tomber. J'avais trop peur de creuser. J'avais décidé que si je ne savais pas avec certitude, c'était comme si je ne savais rien du tout. Je sais que c'est lâche. Je sais. Nick, a dit Elias. Je sais que tu es furieux. Je ne suis pas en colère. Elias marqua une pause. J'essaie juste de comprendre tout ce que j'ignorais. C'est la vraie question. Ils se turent tous les deux. Greta ramassa son alliance sur la table. Elle l'avait sortie de la chambre plus tôt et l'avait posée là sans y réfléchir. Elle la prit, la tourna entre ses doigts. Le métal accrocha la lumière de la cuisine. « Est-ce qu'Audrey était au courant pour l'avenant au truand de Vermeugen » demanda-t-elle. Nick leva les yeux. « Je l'ignore. »« Probablement. Maman a un don pour attirer les gens qui ont l'influence dont elle a besoin. Alors, elles ont passé un accord. Audrey voulait récupérer Elias. Ta mère voulait que je disparaisse. Des objectifs différents, une même action. » Greta reposa la bague. « Merci d'être venue, lui dit-elle. » Nick la regarda avec une expression qui ressemblait à du soulagement, comme un homme qui avait porté un fardeau lourd pendant longtemps et qui le posait enfin au sol. Greta découvrit qu'Audrey et Diana Bergman s'étaient rencontrées complètement par hasard. Une amie à qui elle avait demandé de l'aide pour de la paperasse travaillait près d'un café branché du centre-ville et l'avait mentionné en passant. « Au fait, j'ai vu des dames intéressantes prendre un café hier, l'une couverte de perles, l'autre grande, les cheveux noirs, se disputant à voix basse. C'était curieux à voir. La description correspondait parfaitement. » Greta ne pouvait que deviner ce qu'elle s'était dit, mais elle était douée pour assembler les pièces du puzzle. Audrey avait aidé pour le codicille du truand Vermeugen. Elle avait des relations, connaissait les bonnes personnes. Diana lui avait promis quelque chose en retour. Maintenant, la situation changeait et chacune essayait de sauver sa peau. Audrey jouait trop gros. C'était évident à la façon dont elle avait parlé devant l'appartement. Trop arrogante, trop flagrante. Une personne qui a toutes les cartes en main ne parle pas comme ça. Une personne à court de cartes parle exactement comme ça. La lettre anonyme envoyée à son père ne laissait pas Greta tranquille.
Elle y revenait sans cesse en faisant la vaisselle, dans la S-Bahn, en s'endormant. Qui l'avait écrite? Qui connaissait cette section spécifique des archives? Qui savait que les archives étaient surveillées? Un initié. Quelqu'un de proche de Bergman. Elle relut la lettre pour la 100e fois. Je ne peux pas signer de mon nom. Pas, je ne veux pas, pas, je ne souhaite pas, mais je ne peux pas. Cela signifiait que la personne voulait la signer, mais que sa position ne le lui permettait pas. Son lien avec Bergman était trop évident. Le vieux Fachanwald für Erbrecht. Sam Rothman, l'homme qui avait lu le codicille du Treuhandvermögen au mariage, en ayant l'air de marcher vers son exécution. L'homme qui était là par obligation. Qui l'avait regardé à ce moment-là. Elle se souvenait de ses yeux, avec une expression qui n'était ni du triomphe ni de l'indifférence, mais quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Sam Rothman était l'avocat de Bergman il y a 20 ans. Il connaissait les archives. Il devait être au courant pour les dossiers. Il savait qu'ils étaient surveillés parce qu'il faisait partie de cette machine. Et il avait écrit l'avertissement anonymement parce qu'il ne pouvait pas signer de son nom. Puis il avait vécu avec ça pendant 20 ans. Et il avait lu le codicille à son mariage parce qu'il était piégé. Il tenait quelque chose contre lui. Elle ne savait pas quoi, mais il le tenait. Et puis il l'avait vue au mariage et avait compris exactement qui elle était. Greta sortit son téléphone, fit une recherche. Samuel Rossmann, droit successoral, Chicago. Trouvé en 5 minutes. Cabinet privé. Une adresse dans le quartier historique du centre-ville. Tout était public. Elle nota l'adresse. Demain soir. Elle ferma son ordinateur. La bague traînait sur son bureau. Elle ne l'avait pas rangée depuis des jours, elle l'avait juste déplacée d'un endroit à l'autre. Simple, sans diamant. Elle passa son doigt dessus sans la mettre, puis la jeta dans un tiroir. Sam Rossmann vivait dans un altbeau en centre-ville. Le genre avec de hauts plafonds, de larges escaliers et des poignées de porte en laiton terni qui étaient encore solides comme le roc. Greta monta au 3e étage et sonna. Elle attendit. Le silence derrière la porte avait une qualité particulière. Pas le silence d'un appartement vide, mais le silence de quelqu'un qui se tient de l'autre côté, à l'écoute, avant de décider d'ouvrir. Puis vinrent des pas, lents, prudents. La porte s'ouvrit. Sam Rothman la fixa pendant quelques secondes, puis fit un pas en arrière, l'invitant silencieusement à entrer. « Je vous attendais, dit-il. Je ne savais juste pas que ce serait vous précisément. Une fois que j'ai compris au mariage qui vous étiez, la fille de Schneider, Georg. » Il ne finit pas sa phrase, se contentant d'un geste de la main vers l'intérieur. « Entrez. Nous pouvons nous asseoir au salon. » C'était un appartement de vieil homme, pas sale, mais encombré de choses. Des étagères débordant de classeurs, des piles de papier sur les tables, sur le rebord de la fenêtre. Des livres partout, sur les étagères, en tas sur le sol, sur les chaises. Le seul espace dégagé était un coin avec 2 fauteuils et une petite table basse. Ils s'assirent. Sam joignit les mains sur ses genoux. Il avait de grandes mains, pas les mains d'un avocat typique, les mains de quelqu'un qui avait fait du travail manuel dans sa jeunesse. À son annulaire droit, une large alliance en or terni. Greta la remarqua, mais ne dit rien. « J'ai connu votre père, commença-t-il, pas très bien. Nous nous sommes croisés quelques fois aux archives municipales. Georg était... C'était le genre d'homme qu'on ne fabrique plus beaucoup aujourd'hui. Intègre, sans faire de bruit, sans publicité. Il faisait simplement ce qu'il pensait être juste, tranquillement et sans public. « C'est vous qui avez écrit cette lettre, dit Greta. Ce n'était pas une question. Il hocha la tête. C'est moi. Trop tard, cependant. J'aurais dû le faire plus tôt. Il grimaça. Je l'ai vu copier les fichiers. Je travaillais à plein temps comme conseiller juridique interne pour Bergman et associé à l'époque. Toutes les transactions immobilières passaient par moi. J'ai vu beaucoup de choses que je n'aurais pas dû voir, et j'ai gardé le silence parce que j'avais peur. Parce que j'avais une famille, une jeune fille, une carrière, les excuses habituelles. Quand lui avez-vous envoyé l'avertissement? Quand j'ai réalisé que les archives étaient sous surveillance. Une surveillance privée, officieuse. Un des gars de Bergman surveillait qui entrait, quel dossier il demandait. Je l'ai découvert parce que je me trouvais dans la pièce quand on en a discuté. Une pause. Je l'ai envoyé anonymement parce que je ne pouvais pas y mettre mon nom. Je pensais qu'il reculerait, qu'il se cacherait, qu'il laisserait tomber. Il ne l'a pas fait. Il a caché ce qu'il a trouvé. Oui, et ils s'en sont rendus compte. Sam Rothman fixa ses mains. Jonathan voulait lui parler, juste parler. Il me l'a dit lui-même plus tard. Il pensait qu'il pourrait passer un accord, lui faire peur, lui offrir un paiement. Peu importe, mais rester pacifique. Mais Diana pensait différemment. Une longue pause. Diana Bergman est une femme brillante, dit-il. Elle voyait toujours plus loin que Jonathan. Lui construisait des choses. Elle pensait aux conséquences. Il créait des dettes, elle les éliminait. Elle opérait selon sa propre logique, et dans cette logique, elle était tout à fait cohérente. Vous parlez d'elle comme s'il s'agissait d'une grande architecte, dit Greta. J'en parle comme quelqu'un qui l'a regardée agir pendant 20 ans. Elle a donné l'ordre de tuer mon père. Le mot tuer resta suspendu dans le silence de l'appartement, d'une brutalité inattendue. Pas terrifiant, juste factuel, comme un diagnostic médical. Sam n'essaya pas de l'adoucir. Oui, dit-il. Je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai découvert plus tard par accident, à partir d'un fragment de conversation que je n'étais jamais censé entendre. Diana a engagé un professionnel. Un médicament qui provoque un arrêt cardiaque. Lors d'une autopsie, cela ressemble entièrement à une cause naturelle. Ce n'est pas seulement un cliché de cinéma.
Ces choses existent. Est-ce que Jonathan savait? Non. Il le dit avec certitude. Jonathan ne savait pas. Il pensait que votre père avait simplement fait une crise cardiaque. Diana ne lui a jamais dit. Elle l'a protégé de cette connaissance. Protégé à sa manière tordue. Tant qu'il ne savait pas, il n'était pas légalement responsable. Et tant qu'il n'était pas responsable, elle contrôlait toute la situation. C'est sa logique. Jonathan pouvait dire en toute conscience « Je n'ai rien à voir avec la mort de l'archiviste ». Et il dirait la vérité. Greta le fixa. « Et vous » demanda-t-elle. « Qu'avez-vous fait » Sam Rothman ne baissa pas les yeux. Il la regarda directement, avec l'expression de quelqu'un qui avait cessé depuis longtemps d'essayer de se cacher de son propre passé. « J'ai gardé le silence pendant 20 ans. J'ai vécu ma vie et je me suis tue. » Une pause. Ce n'est pas mieux que ce qu'elle a fait. Ça porte juste un nom différent. Pourquoi avez-vous lu l'avenant au Treuhandvermögen à mon mariage? Parce qu'elle m'en a donné l'ordre. Parce qu'elle a des dossiers sur moi. Pas sur ça. Autre chose. Il y a longtemps, elle collectionnait les secrets. Il parlait sans amertume, juste avec un épuisement profond. Comme on parle du mauvais temps. Au moment où j'ai réalisé qui était la mariée, il était trop tard. L'enveloppe était déjà dans ma main. Vous auriez pu refuser. J'aurais pu, acquiesça-t-il, et j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Pour la première fois, he dropped his gaze. Je ne vous demande pas de comprendre. Je vous dis simplement comment ça s'est passé. Greta s'assit dans le fauteuil et réfléchit. Elle était venue ici pour obtenir des informations. Elle en a eu plus qu'elle n'en demandait. Un vieil avocat, dans un appartement calme et poussiéreux, les mains jointes sur les genoux, lui racontant exactement comment son père était mort. Cet homme avait été un lâche pendant 20 ans, mais c'est lui qui avait écrit la lettre anonyme. Il lui avait ouvert sa porte aujourd'hui. Il parlait à présent sans essayer de se justifier. « Témoignerez-vous » demanda-t-elle. Un long silence. « Si cela en vient là, oui, finit-il par dire. J'y ai réfléchi pendant longtemps. » Une pause. « C'est probablement trop tard maintenant. Ce n'est pas trop tard, dit-elle. Vous dites ça comme ça. Je le dis parce que je le pense. » Elle se leva. « Elias Bergman veut vous parler. Puis-je lui donner votre adresse ?» Sam réfléchit un instant. « Vous pouvez, dit-il. » Elias s'y rendit seul, sans Greta. Elle lui avait dit « Tu dois entendre ça sans moi. Sinon, tu me regarderas moi au lieu de l'écouter lui. » Il n'a pas discuté. Pendant qu'il n'était pas là, Greta resta assise chez elle à réfléchir. Pas de va-et-vient, pas d'énergie frénétique, juste de la réflexion, notant occasionnellement quelques points sur un carnet. La chronologie des événements. Ce qu'elle avait, ce dont elle avait besoin, ce qui s'en venait. Elle avait travaillé comme note falsanité assez longtemps pour savoir que la panique tue plus vite que l'urgence elle-même. On peut gérer une urgence. La panique ne fait qu'empirer les choses. Son téléphone sonna 1h30 plus tard. « Elias, j'ai tout entendu, dit-il. Sa voix était monocorde, mais sous cette neutralité se cachait quelque chose d'incroyablement dense. J'ai tout entendu. Est-ce que ça va? Je ne sais pas comment appeler ça. Une pause. Je dois aller la voir. Je sais. N'importe qui d'autre te dirait de pas y aller seul. Vas-y seul, dit-elle. C'est une conversation entre vous deux. Silence. Tu me fais confiance? J'ai confiance en toi, répondit-elle. C'est pour ça que je te dis d'y aller. C'est ta conversation. Diana Bergman était seule à la maison. Elias savait que Jonathan logeait temporairement dans un appartement de fonction en centre-ville. Après la dernière conversation d'Elias avec son père, quelque chose entre ses parents s'était rompu. Pas une rupture totale, mais une distance glaciale. Elias n'en connaissait pas les détails. Sa mère ouvrit la porte et s'écarta pour le laisser entrer. Elle lui lança un rapide regard maternel habituel, vérifiant s'il avait l'air en bonne santé, s'il allait bien. Les vieilles habitudes ont la vie dure. « Veux-tu du thé » demanda-t-elle. Non. Ils entrèrent dans le salon. Diana s'assit dans son fauteuil habituel, sa place attitrée. Elias ne s'assit pas. Il resta debout au milieu de la pièce. « Je sais » dit-il. 2 mots. Elle comprit instantanément. Il le vit à la façon dont sa posture changea. Elle ne se crispa pas. Elle ajusta simplement son poids comme quelqu'un s'apprêtant à rester debout pendant très longtemps. « De qui? De Sam Rothman ?» Il a fini par parler, nota-t-elle, sans surprise. « Je pensais qu'il avait plus de jugeote que ça, maman. »« Quoi ?» Elias la fixa. Il s'était préparé à cette conversation pendant tout le trajet, répétant ce qu'il dirait en montant les marches. Il voulait être clair, logique, éviter de s'effondrer. Maintenant, debout ici, il réalisait que tous ces mots répétés étaient inutiles. Il n'y avait qu'une seule phrase qui comptait. « Tu as tué son père. » « J'ai protégé la famille, » dit-elle calmement, comme quelqu'un qui s'était récité ce mantra pendant des années, juste pour continuer à avancer. « Tu veux entendre autre chose? Mais je n'ai rien d'autre à offrir. » Cet homme possédait des documents qui auraient pu détruire tout ce que nous avons mis 20 ans à construire. « Toi, Nick? Ton père, tout le monde. C'était un archiviste municipal de 58 ans, dit Elias. C'était un père. C'était un être humain. C'était une menace. » Diana ne répondit pas. Elle regarda Elias fixement. Dans ce regard, il n'y avait pas de cruauté. Il y avait quelque chose de bien pire que la cruauté. Il y avait une conviction absolue. « Est-ce que tu penses que je suis un monstre ?» dit-elle. Pas une accusation. Juste une question de fait. « Je pense que tu as fait quelque chose qui ne peut être justifié par rien, » répondit-il. Ni par la famille, ni par l'argent, par rien. Aurais-tu préféré que ton père aille en prison fédérale? Aurais-tu préféré nous voir traîner dans la boue et tout perdre? Est-ce que c'est ce que tu préfères, Elias? Oui, dit-il. Si c'est la vérité. Si papa est coupable, alors oui. Je préférerais cela. Elle le fixa pendant plusieurs secondes.
Tu es exactement comme Nick, dit-elle. Faible. C'est juste ce que tu dis quand tu veux dire pas comme toi, répondit-il. Silence. Un silence lourd et écrasant. Le genre de silence qui suit des mots qui ne pourront jamais être retirés. Elias attrapa sa veste sur le dossier de la chaise. Je ne sais pas ce qui va nous arriver maintenant, dit-il. Toi et moi. Je ne sais pas si je peux. Il s'arrêta. Je ne sais pas. Elias, dit-elle. Pour la première fois, son ton changea. Ce n'était plus une femme défendant son empire, juste une mère. Tu es toujours mon fils. Je sais, dit-il. Ça ne change rien à ce que tu as fait. Il sortit. Diana Bergman resta dans son fauteuil, seule dans la grande maison silencieuse. Elle ne bougea pas pendant un long moment, regardant le soleil d'automne se coucher à travers la fenêtre, peignant tout d'une lumière trompeuse couleur miel. Puis elle prit son téléphone et passa un appel. Elle est allée voir Sam, dit-elle quand l'autre bout décrocha. Il lui a parlé. J'ai besoin de connaître chacun de ses mouvements. Absolument tous. Eddie se présenta le lendemain même, plus tôt que le délai convenu. Greta revenait de l'épicerie, un sac à la main, les lampadaires brillant déjà dans le début de soirée. Elle l'aperçut près de l'entrée de son immeuble. Et cette fois, il n'était pas seul. Un autre homme, plus jeune, inconnu, se tenait à proximité. Elle ralentit le pas, ne s'arrêta pas, ralentit juste. « Greta », dit Eddie, d'une voix tout aussi calme que la dernière fois. « Nous sommes un peu en avance sur le programme. La situation a évolué. Comment ça? Vos conversations avec l'avocat ont été remarquées. Cela complique les négociations. Une pause. Nous avons besoin d'une réponse maintenant. Aujourd'hui? » Nous avions un accord, dit Greta. 3 jours. Les circonstances ont changé. Les vôtres, peut-être. Les miennes n'ont pas changé. Eddie fit un pas en avant, pas ouvertement menaçant, réduisant simplement la distance. Le plus jeune resta près du mur. « Je vous conseille vivement d'être pragmatique, » dit Eddie. « Vous êtes une femme intelligente. Vous devez bien vous rendre compte que s'attaquer seule à des ressources substantielles. Elle n'est pas seule. » Une voix derrière elle. Elias. Elle ne l'avait pas entendu s'approcher. Il sortit du coin de l'immeuble, calmement, sans hâte, et se tint à côté d'elle, légèrement devant. Eddie le regarda, calculant. « Monsieur Berman, » dit Eddie après un instant, « c'est une affaire de famille, cela ne vous concerne pas. »« C'est ma femme, » dit Elias. « Ça en fait mon affaire. » Ils restèrent là. 4 personnes sur un trottoir s'assombrissant sous les lampadaires. Quelque part plus loin dans la rue, une voiture passa. Une musique lointaine s'échappait d'une fenêtre d'appartement ouverte. Eddie fixa Elias. Elias fixa Eddie en retour. Pas de posture, pas de démonstration d'agressivité, il tenait simplement sa position. Ce n'était pas de l'héroïsme au sens cinématographique. C'était plus simple que cela. Un homme se plaçant entre la personne qu'il aimait et une menace. Pas besoin de discours. Mauvais choix, dit finalement Eddie, doucement, presque pour lui-même. Il fit un signe de tête à son gars et ils s'éloignèrent. Greta et Elias se tenaient près de la porte. Elle sentait ses mains trembler légèrement. Pas de peur, mais à cause de la décharge d'adrénaline résiduelle qui suit toujours une confrontation. « D'où sortais-tu » demanda-t-elle. « Nick a dit qu'il te faisait suivre. Il a demandé à un pote de garder un œil sur toi. » Une pause. « J'aurais pu te prévenir que je venais. Tu aurais pu, » acquiesça-t-elle. « Mais je suis contente que tu sois là. » Mauvais choix répéta-t-elle les mots d'Eddie en le regardant. « Tu penses qu'il parlait de toi? Ou de nous deux? Je ne sais pas. » Elias lui prit le sac de course des mains. « Entrons. » Greta prit sa décision cette nuit-là. Elle n'y réfléchit pas trop. La réalisation vint alors qu'elle était allongée, éveillée, fixant le plafond. Parfois, les décisions arrivent comme ça, non pas comme le résultat d'un débat atroce, mais simplement comme le point final, inévitable d'un chemin que l'on parcourt depuis le début. Au matin, elle trouva l'adresse email de Jonathan Bergman, pas son adresse personnelle, son email professionnel de dirigeant. Elle écrivit une seule phrase. « J'ai besoin de vous rencontrer. » Elle joignit un fichier, le scan du rapport d'ingénierie le plus accablant, provenant de la clé USB de son père, l'analyse d'experts détaillant les défauts de fondation. Rien d'autre. Elle cliqua sur « Envoyer », ferma son ordinateur. La réponse arriva 1 heure plus tard. Une ligne. « Où êtes-vous » Elle lui envoya l'adresse d'un bistrot qu'elle connaissait bien, juste à côté de l'hôpital. En plein jour, bondé, un terrain neutre. Jonathan Bergman arriva exactement à l'heure. Seul, pas d'avocat, pas d'assistant. Il s'assit en face d'elle et commanda un café noir quand la serveuse arriva. Greta commanda un thé. Ils restèrent assis en silence jusqu'à l'arrivée des boissons. « J'ai reçu le document, » dit-il enfin. « Je sais. » « Des archives de votre père? Oui, il y en a beaucoup d'autres comme celui-là, plus cassés. » Il prit sa tasse de café, la reposa, la reprit. Derrière ce petit geste, Greta vit une anxiété très humaine. Une lutte pour maintenir une apparence composée alors qu'à l'intérieur, tout s'effondrait. « Êtes-vous là pour me faire chanter ?»« Non, » a dit Greta. « Je suis là pour parler. » Alors, parlez. Elle l'a regardé. Cet homme imposant, vieillissant, qui avait passé sa vie à bâtir des empires, à diriger des centaines de personnes, à prendre des décisions impitoyables. Un homme dont la femme avait commandité le meurtre de son père. Un homme dont le fils était devenu son mari. Un homme qui, peut-être pour la première fois de sa vie, était assis en face de quelqu'un sans avoir la moindre idée de ce qu'il allait dire ensuite. « Sam Rothman m'a dit quelque chose que vous ignorez », a-t-elle dit d'un ton calme. « À propos de la mort de mon père. Jonathan, mon père n'est pas mort d'une crise cardiaque. » Un silence s'est installé. « Que voulez-vous dire? Il a été assassiné. » Avec une drogue conçue pour arrêter son cœur. Elle imite un infarctus massif. C'est pour cela que le médecin légiste n'a rien soupçonné.
Jonathan Bergman l'a fixé du regard. Son visage est devenu livide. Qui a-t-il demandé. Ce n'était pas vraiment une question. Vous savez qui. Un long et terrible silence. Trop long. Diana a-t-il murmuré. Oui. Il a posé sa tasse. Pas brusquement, juste avec précaution. Il l'a fixé. Quelque chose en lui s'effondrait, lentement et irréversiblement, comme un mur porteur qui finit par céder. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je vous crois. Je sais que vous pensiez que c'était simplement son cœur. Je sais que vous pensiez qu'elle... Elle s'est interrompue. Je ne suis pas venue ici pour vous accuser du meurtre, a dit Greta. Ce n'est pas vous qui avez donné cet ordre, mais vous avez construit la machine qui a rendu cet ordre possible. Vous avez laissé la personne en qui vous aviez confiance faire des choses sur lesquelles vous avez activement choisi de rester ignorant. C'est une forme de responsabilité en soi. Pas criminelle, peut-être, mais morale. Il écoutait, sans l'interrompre. Les documents que mon père a trouvés, a-t-elle continué. Ils concernent environ 3 familles, 12 personnes qui sont mortes parce qu'elles vivaient dans un bâtiment dont les fondations étaient défectueuses. Ces gens ont disparu. Vous ne pouvez pas les faire revenir. Mais vous pouvez reconnaître leur existence. Que voulez-vous? Greta l'a regardé droit dans les yeux. Je veux la vérité, a-t-elle dit. Pas pour un scandale de tabloïd. Je veux que ce qui s'est passé soit officiellement reconnu. Je veux que le certificat de décès de mon père reflète la vérité, pas un mensonge sur une crise cardiaque opportune. Il y aura une enquête, a-t-il dit. Cela entraînera tout le monde dans la chute. Oui, il s'est adossé à la banquette du bistrot, regardant à travers la salle où une jeune mère écoutait attentivement son bambin bafouiller. J'ai 58 ans, a-t-il fini par dire. Je sais que cela ressemble à une dérobade, mais je ne cherche pas d'excuses. Je vous dis simplement qu'à cet âge, on voit les choses différemment. Vous voulez la vérité, ou vous voulez la version qui arrange tout le monde? Il l'a regardé. La vérité. Alors, commencez à la raconter. Ils sont restés assis là longtemps. Ils n'étaient pas d'accord sur tout, mais quelque chose avait basculé. Quelque chose de massif et de pesant qui n'avait pas bougé depuis 20 ans. Audrey a appelé son ami journaliste le après-midi même. Cet ami écrivait une chronique pour un grand journal économique, oscillant entre l'investigation et les potins du milieu. Audrey la connaissait depuis l'université et savait qu'elle protégeait farouchement ses sources. « J'ai une histoire pour toi », a dit Audrey. Rien sur des meurtres ou des trucs dingues. Juste un vieux scandale immobilier. Tu veux dire Bergman et associés? Exactement. Écoute. Elle lui a transmis les détails, omettant soigneusement tout ce qui concernait Greta ou l'assassinat, se concentrant entièrement sur l'effondrement de la construction d'il y a 20 ans. Elle pensait que le scandale frapperait durement Bergman, frapperait Elias, ferait s'effondrer leurs actions, et que dans le chaos, Greta serait évincée. Quelqu'un au conseil d'administration forcerait la mise à distance, une réaction en chaîne. Elle avait mal calculé une chose cruciale. Jonathan Bergman avait déjà pris sa décision. Quand la journaliste a rappelé Audrey 2 jours plus tard, elle a dit « Je ne publie pas la fuite. Bergman lui-même vient de contacter mon rédacteur en chef. Il dit qu'il est prêt pour un entretien officiel, enregistré, avec ses avocats, pour admettre publiquement la négligence. » Audrey est restée muette au téléphone. Il se dénonce lui-même, il prend les devants. C'est un récit totalement différent maintenant. Pas une fuite scandaleuse, autre chose. Un silence. Audrey, où as-tu trouvé ça? Audrey a raccroché. Elle se tenait près de la fenêtre de son appartement de luxe, regardant le ciel gris d'automne. Tout ce qu'elle avait méticuleusement planifié année après année s'écroulait. S'allier avec Diana Bergman n'avait rien donné. Le coup du scandale s'était retourné contre elle. Elias était parti et ne reviendrait pas. Audrey était intelligente. Les gens intelligents savent perdre, pas avec élégance, mais avec réalisme. Elle a sorti son ordinateur et a commencé à chercher des vols. Diana Bergman a appris la rencontre de son mari avec Greta par un chauffeur. Pas le sien, mais peu importait. Dans leur petit cercle de l'élite fortunée, tout le monde savait tout si l'on payait les bonnes personnes. Elle a appelé Eddie. Le téléphone a sonné longtemps. Quand il a fini par décrocher, sa voix était étrange, tendue. « Je suis occupé », a-t-il dit sèchement. « Je t'appelle pour notre arrangement. »« Je le sais, Diana. » Il l'a interrompu, ce qui était alarmant. Il ne l'interrompait jamais. « Je ne peux pas parler maintenant, je te rappelle. » Il a raccroché. Diana a fixé son téléphone. Elle a composé le numéro à nouveau. Messagerie directe. Encore une fois. Messagerie. Elle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. Une soirée d'octobre, des arbres mouillés, les lumières de la ville. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait dans ses os. Cet instinct primaire qui l'avait sauvée tant de fois. Quelque chose n'allait vraiment pas. Eddie, à ce moment précis, était assis dans l'albo poussiéreux de Sam Rothman. En face de lui se tenait le vieil avocat, un enregistreur numérique posé sur la table entre eux. À côté, un verre d'eau et 20 ans de silence partagé et étouffant qui prenait enfin fin. « Reprenons chronologiquement », a dit doucement Sam Rothman. « Depuis le tout début, quand exactement avez-vous été contacté ?» Eddie a regardé l'enregistreur, puis par la fenêtre, puis à nouveau l'appareil. « Depuis le tout début, a-t-il accepté ?» L'article est paru le mercredi matin, un journal économique respecté. Pas un tabloïd, une publication sérieuse. Le titre était sobre. Un scandale de construction vieux de plusieurs décennies refait surface. Bergman et associés et l'effondrement d'Eichenstrasse. Mais le contenu détaillé, documenté, chronologique, était ce que les journalistes appellent une bombe. Greta l'a lu en prenant son thé matinal, puis l'a relu.
La journaliste qu'Audrey avait essayé d'utiliser était douée. Elle avait vérifié les faits, creusé le contexte. Les noms des familles décédées étaient imprimés dans une grande publication, pour la première fois, en 2 décennies. Pas un article de blog anonyme, mais du vrai journalisme avec des sources directes. Le téléphone d'Elias n'a pas arrêté de sonner à partir de 8 heures du matin. Associés, entrepreneurs, vieux amis. Il les a presque tous ignorés. Il a répondu 2 fois. Une fois pour son avocat, une fois pour Nick. « Tu l'as lu ?» a demandé Nick. « Je l'ai lu. Rien de nouveau pour nous là-dedans. » Elias. « Papa m'a appelé. Il m'a dit de faire profil bas et d'attendre. Attendre quoi ? Je ne sais pas. » Il avait l'air calme. C'était bizarre. Elias savait pourquoi. Greta avait rencontré Jonathan 2 jours plus tôt. Quelque chose avait changé après cette rencontre. Greta lui avait dit qu'il était différent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Quand Elias a demandé « Comme quoi ?», elle a réfléchi un instant et a dit « Fatigué ». Honnêtement, profondément fatigué. Jonathan Bergman s'est rendu lui-même au bureau du procureur, avec son avocat, ce qui était la chose la plus intelligente à faire, emportant l'épais classeur de dossiers d'entreprise qu'il avait fait sortir des archives au cours des derniers jours. Son avocat de la défense, un vétéran chevronné nommé Arthur Bellette, lui a demandé à plusieurs reprises « Jonathan, comprenez-vous pleinement ce que vous proposez de faire ?»« Je comprends », a répondu Jonathan à chaque fois. Le substitut du procureur avait environ 35 ans, le visage épuisé d'un homme qui avait tout vu et qui avait cessé d'être surpris il y a des années. Quand Jonathan Bergman est entré et a déposé le classeur sur la table, le substitut l'a regardé, puis a regardé le milliardaire promoteur, puis à nouveau le classeur. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Bergman ?» a-t-il demandé. « Je suis ici pour faire une déclaration formelle concernant une négligence grave et des violations du code de la construction lors de l'édification du projet d'Eikenstrasse », a dit Jonathan volontairement. « Je sais que le délai de prescription pour les violations de construction elles-mêmes est probablement expiré, mais il y a des questions connexes qui n'ont pas de prescription. » Le substitut a pris un stylo. « Je vous écoute. » L'entretien a duré 3 heures. Jonathan a détaillé les raccourcis pris lors de la construction, a présenté les documents, a nommé les sous-traitants, a expliqué le rapport structurel enterré et les paiements non officiels. Il n'a pas mentionné le meurtre de Georg Schneider, car il n'avait aucune preuve concrète, seulement les paroles de Greta et ce qu'il soupçonnait désormais au sujet de sa femme. Son avocat l'avait prévenu. Sans preuve, lancer une accusation de meurtre ne ferait que détruire votre propre crédibilité. Jonathan avait accepté. Mais Sam Rothman avait son propre témoignage à livrer, et Eddie avait son propre accord de plaidoyer à négocier. Eddie s'est avéré être un homme très pragmatique. Il avait passé une soirée avec Sam Rothman, puis une autre. Le vieil avocat savait parler aux gens calmement, sans pression, avec la patience infinie d'un homme ayant passé sa vie à traiter de la paperasse. Le papier ne se presse pas, et ceux qui le gèrent apprennent à ne pas se presser non plus. Eddie l'écouta. Sam ne parla pas de lui. Il raconta tout ce qu'il avait vu pendant 20 ans, l'enchaînement des événements liant l'effondrement d'Eikenstrasse à la mort de l'archiviste, des conversations précises qu'il avait surprises, et le nom de l'homme que Diana Bergman avait réellement engagé pour commettre le crime. Eddie n'était pas l'exécuteur. C'était le détail crucial. Il était l'intermédiaire. Il organisait les choses, transmettait l'argent. C'était toujours un crime, mais une accusation différente avec des peines différentes. Un avocat de haut vol coûte une fortune. Un accord avec le procureur coûte sa fierté. Eddie entra dans le bureau du procureur 4 jours après Jonathan Bergman, avec son avocat et avec tout ce qu'il possédait. Des noms, des dates, des comptes offshore et l'identité du tueur à gages. La piste remontait directement à Diana Bergman. La police arriva le matin même. Elias l'avait appris la veille. Son propre avocat l'avait prévenu. Elias appela Nick. Nick dit « Je serai là ». Ils se retrouvèrent tôt devant le domaine familial. Ils restèrent dans l'allée, épaule contre épaule. Le froid d'octobre rendait leur souffle visible. Nick remonta le col de sa veste. Il ne parlait pas. Puis 2 berlines banalisées franchirent les grilles. 3 inspecteurs en sortirent, sonnèrent et attendirent. La lourde porte en chêne s'ouvrit et Diana Bergman sortit. Elle était habillée de façon impeccable, comme elle l'était toujours. Une coiffure parfaite, son collier de perles fétiches. Elle se tenait droite comme un i. Elle s'avança vers les inspecteurs d'un pas mesuré, sans panique, sans drame théâtral. Diana savait se tenir. C'était inscrit dans son ADN. Avant de monter dans la voiture, elle s'arrêta et regarda Elias. Ce fut une longue seconde. Il lui rendit son regard, sans haine ni détachement glacial. Il regardait, tout simplement. Il était toujours son fils et elle était toujours sa mère. Mais entre ces 2 faits se dressait une réalité qui ne pourrait jamais être effacée. « J'ai tout fait pour toi », dit-elle, sans crier, mais distinctement. « On ne t'a rien demandé », répondit Elias. Un inspecteur ouvrit la portière. Diana se tourna et glissa sur le siège arrière. La porte se referma dans un bruit sourd et feutré. Nick se tenait près d'Elias. Il ne pleurait pas. Il était trop figé, trop perdu dans ses pensées pour verser des larmes. Il laissa échapper un long et lent soupir. « Tu crois qu'elle y croyait vraiment ?» demanda-t-il. « Qu'elle a fait ça pour nous ?» Elias marqua une pause. « Elle y croyait, dit-il. C'est toute la tragédie. Elle y croyait vraiment. » Les voitures s'éloignèrent, laissant l'allée vide. Une seule feuille jaune, la dernière sur sa branche, tomba en spirale sur l'asphalte. Les 2 frères restèrent là encore un instant. Puis Nick lui toucha l'épaule.
Allons-y. On gèle. Greta apprit ce qui s'était passé quand Elias l'appela. Il fut bref. Juste les faits, sans fioriture. Elle écouta sans l'interrompre. « Comment tu vas » demanda-t-elle quand il eut fini. « Je ne sais pas encore. » Un silence. « Tu es chez toi ?»« Oui. Je peux passer ?»« Viens. » Il arriva 40 minutes plus tard. Elle ouvrit la porte. Il entra et retira sa veste. Ils allèrent dans la cuisine et Greta mit la bouilloire à chauffer. Non pas parce qu'elle voulait vraiment du thé, mais parce que ses mains avaient besoin de s'occuper. Ils s'assirent. Dehors, la pluie avait commencé à tomber. Une pluie d'automne calme et régulière, sans vent. La première vraie pluie de la saison. « Je veux te dire quelque chose » commença Elias. « Attends, dit-elle. » Il leva les yeux. « Moi d'abord, ensuite toi. » Il hocha la tête. « Je ne sais pas » commença Greta. « S'il est possible de survivre à tout ça ensemble. Sincèrement, je ne sais pas. Ce n'est pas une question rhétorique. Je ne sais pas. Ce qui est arrivé à mon père est lié à ta famille. Ce n'est pas juste un fait historique. Ça vit en moi chaque jour, et ce sera toujours le cas. Je ne vais pas prétendre le contraire. » Elias l'écoutait en silence. « Mais je sais aussi ceci, poursuivit-elle. Tu aurais pu partir à n'importe quel moment. Quand tu as découvert qui j'étais, tu aurais pu annuler le mariage. Quand le problème du truand de Vermeugen a éclaté, tu aurais pu me rendre la bague et disparaître. Quand Eddie est venu me menacer, tu aurais pu rester chez toi. » Elle fit une pause. « Tu n'es jamais parti, pas une seule fois. »« Non, reconnut-il. »« Alors je veux essayer, dit-elle simplement. »« Si tu veux essayer aussi. » Il la regarda puis dit. « Parle-moi de ton père. » Pas des documents, pas des archives. Dis-moi qui il était. Elle fut surprise, non pas par la question, mais par la façon dont il la posait. Naturellement, avec aisance. « Il adorait l'odeur des vieux livres, dit-elle. Il disait toujours que chaque époque a son propre parfum et qu'une archive est le seul endroit où toutes les époques coexistent. » Elle sourit faiblement. C'était un cuisinier médiocre, mais il faisait de son mieux. Parfois, on dînait d'œufs brouillés et de pain grillé, et il disait « La compagnie compte plus que le menu. » Elle laissa échapper un petit rire. Il n'élevait jamais la voix. Pas une seule fois dans ma vie je ne l'ai entendu crier. « Tu lui ressembles ? Pour l'entêtement ? Oui. Pour le silence ? Non. C'est une bonne chose, dit Elias. Pourquoi ? Parce que son entêtement l'aurait de toute façon tué, mais s'il avait fait plus de bruit, ça l'aurait peut-être sauvé. Greta y réfléchit. Probablement. La bouilloire s'arrêta. Elle se leva, fit infuser le thé en feuilles, pas en sachet, et versa 2 tasses. Ils discutèrent longtemps, sans se presser. Il lui parla de son enfance, de son père, de sa vie dans une maison où l'argent était infini, mais où les discussions sincères n'existaient pas. Elle lui parla de sa formation de Notfallsanitäter, de la terreur pure de ses premières gardes, de la fois où elle avait sauvé un homme qu'elle pensait condamné, et comment elle avait passé les 3 jours suivants, dans un étrange mélange d'adrénaline et de joie. C'était la première conversation de toute leur relation où il ne restait plus un seul secret entre eux. L'oncle Peter se présenta quelques jours plus tard. Peter Bergman, le frère cadet de Jonathan, 52 ans. Mince, vif, avec l'habitude de parler vite et d'ignorer les réponses. Il appela Elias et exigea un entretien. Elias dit « Viens ». Peter entra dans l'appartement d'Elias, regarda autour de lui et commença d'emblée. « Je vais être franc avec toi. Tout ce désastre est la conséquence de ton mariage. Cette fille fouille dans des affaires qui ne la regardent pas, bouleverse nos vies, et maintenant ta mère est en détention fédérale. Ton père témoigne contre sa propre entreprise, et la famille est en ruine. Est-ce que tu réalises ce que tu as fait ?» Elias le laissa parler. Quand son oncle s'arrêta enfin pour reprendre son souffle, Elias dit calmement « Donc, selon toi, il aurait mieux valu tout laisser enterrer ? 20 ans s'étaient écoulés. Mon beau-père a été assassiné. » La voix d'Elias ne monta pas. « Ce n'est pas seulement une histoire vieille de 20 ans, c'est un meurtre. Tu n'en as pas la preuve factuelle. L'enquête le déterminera. » Peter changea de tactique, baissant la voix pour paraître plus raisonnable. « Écoute, Elias, je sais que tu es amoureux, je sais que tu penses avoir l'avantage moral, mais regarde la situation globale, la famille, l'héritage, tout ce que nous avons bâti. » Oncle Peter, l'interrompit Elias. « Tu veux que je te dise que tu as raison ? Je veux que tu te serves de ta tête. C'est ce que je fais. » Il marqua une pause. « Dis-moi une chose. Comment as-tu dormi ces 20 dernières années, sachant ce qui s'était passé à Eichenstrasse ?» Peter resta totalement silencieux. « Tu savais, n'est-ce pas ?» demanda Elias. « C'est oui ou c'est non ?» « Je savais, dit Peter après une longue hésitation, dans les grandes lignes. Et comment as-tu dormi ?» Pas de réponse. « Je ne te juge pas, dit Elias. Vraiment pas, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vivre comme ça. » Peter se tenait près de la porte. Il avait son manteau à la main, prêt à partir, mais il s'attarda. « Tu ne vas pas admettre que j'ai raison sur un point ?» demanda-t-il. « Non, dit Elias. Un lourd silence. « Viens dîner dimanche, proposa Elias. Peter cligna des yeux. « Quoi dimanche ? Greta et moi cuisinons, tu devrais venir. » Son oncle ouvrit la bouche, la referma et secoua la tête, non pas pour refuser, mais avec l'air éberlué d'un homme totalement pris au dépourvu et ne sachant comment réagir. « On verra, marmonna-t-il avant de sortir. » Nick, qui était assis dans la pièce d'à côté et avait tout entendu, apparut dans l'encadrement de la porte. « Tu as géré ça parfaitement, dit-il. L'invitation à dîner ou le reste ?» Les deux. Elias regarda son frère, toujours blond, un peu décoiffé, avec ce même visage bon enfant qui n'arrivait pas tout à fait à être totalement sérieux. « Nick, tu sais que tu n'es pas coupable d'être resté silencieux pendant 3 ans, n'est-ce pas ?
Tu étais un gamin, tu avais peur, c'est humain. J'aurais dû… Nick! Elias s'approcha de lui. Arrête, Nick hocha la tête. Il cligna fort des yeux parce qu'il le brûlait, mais il ne chercha pas à le cacher à son frère. Je pense à partir un moment, dit Nick. Pas pour toujours, juste quelque part loin de tout ça. Je n'ai jamais vraiment vécu totalement détaché de la famille. J'ai besoin de découvrir qui je suis sans que le nom de Bergman ne soit rattaché à tout. Pour combien de temps? Je l'ignore. Aussi longtemps qu'il le faudra. Tu viendras me voir? Évidemment. Ils s'étreignirent brièvement, une poignée de main ferme et serrée. Puis Nick recula. Dis à Greta que je l'appellerai, dit-il. Elle sera heureuse de l'entendre. Je sais que c'est quelqu'un de solide. Vous allez bien ensemble. Surtout parce que vous êtes tous les deux incroyablement têtus. Il sourit. C'est important. Tante Martha appela quelques jours après que l'arrestation de Diana Bergman eut fait la une des journaux. Greta devina à sa voix qu'elle avait pleuré, pas sur le moment, mais récemment, et il en restait des traces. J'ai lu les nouvelles, dit tante Martha, à propos de l'arrestation et du fait qu'ils aient rouvert le dossier. Oui, répondit Greta. C'est toi qui as fait ça? Beaucoup de gens ont fait ça. J'en faisais partie. Tante Martha resta silencieuse un instant. Tu sais, ton père, dit-elle doucement, la raison pour laquelle il n'a pas apporté cette lettre à la police, c'est qu'il était terrifié pour toi. Il pensait que s'il rendait l'affaire publique, il se servirait de toi pour l'atteindre. Un silence. Mais il n'aurait jamais imaginé que tu irais les voir toi-même. Il voulait juste que tu la gardes, au cas où. Il t'a sous-estimé. Ou il m'a parfaitement estimé, dit Greta. Il ne l'a pas envoyé au procureur ni aux journaux. Il me l'a envoyé à moi. Il me faisait confiance pour faire ce qu'il fallait. Il disait souvent. Elle est plus intelligente que moi. Tu te souviens quand je t'ai dit ça? Je m'en souviens. La voix de tante Martha laissait deviner un léger sourire maintenant. Il serait si fier de toi, Greta. Tellement fier. Greta tint le téléphone, incapable de parler pendant quelques secondes. Je sais, finit-elle par murmurer. Jonathan Bergman l'appela lui-même. Quelques jours après la mise en accusation de Diana, il demanda à la voir. Même bistrot, même créneau horaire en journée. Il paraissait différent de la dernière fois. Ni mieux, ni pire, juste différent. Quelque chose en lui s'était dégonflé, comme la chute de pression après une longue période de haute tension. Pas de la faiblesse, plutôt comme le soulagement d'avoir cessé de sauver les apparences. Je voulais vous dire quelque chose, commença-t-il. Je vous écoute. Je ne peux pas ramener votre père. Il parlait sans fioriture rhétorique, sans pause dramatique. Je ne peux pas effacer le passé, ni l'effondrement, ni ce qui a suivi. Je suis coupable du premier point. Pas légalement. La prescription est ce qu'elle est, mais moralement. J'ai construit sans précaution. J'ai validé des choses, tout en sachant que cela mettait des gens en danger. C'est ma responsabilité, et je vivrai avec. Continuez, dit Greta. Ce que Diana a fait. Il prononça le nom de sa femme d'une voix posée, mais Greta entendit ce que cela lui coûtait. Je ne savais vraiment pas. Mais cela n'excuse pas le fait que j'ai créé l'environnement où c'était nécessaire. La femme que j'ai aimée pendant 30 ans a commandité l'assassinat de votre père, et je ne le savais pas parce que j'avais l'habitude d'ignorer les vérités dérangeantes. Cela aussi est de ma responsabilité. Greta le regarda. Ça ne suffit pas, dit-elle. Je sais, répondit-il instantanément. Les mots ne suffisent jamais. Je le sais. Un silence. Mais c'est tout ce que j'ai à offrir pour le moment. Greta resta silencieuse. Dehors, par la fenêtre du bistrot, une fine pluie avait commencé à tomber. Le même genre de pluie qui tombait par intermittence depuis des jours. Alors commencez par les mots, dit-elle. Et enchaînez avec des actes. Il hocha la tête. Il y a encore une chose. J'ai parlé avec mes avocats. Je mets en place un Treuhandvermögen pour les familles des victimes de la Eichenstrasse. Retrouver tous ceux qui restent, les enfants, les petits-enfants, et aider de toutes les manières possibles. Il leva la main pour l'empêcher de l'interrompre. Je sais que cela n'équilibre pas la balance. On ne peut pas rembourser une dette comme celle-ci. Mais c'est ce que je peux faire physiquement. Greta le regarda longuement. Quels étaient leurs noms? Demanda-t-elle. Les familles de la Eichenstrasse. Vous vous en souvenez? Il resta assis sans rien dire. Puis, lentement, il récita 3 noms de famille. Cela lui demanda un effort, mais il les prononça. Elle réalisa qu'il les avait toujours connus. Qu'il les avait toujours gardés enfermés dans un coin sombre de son esprit où il refusait de regarder. Commencez par eux, dit-elle. La notification officielle arriva par la poste à la fin de la semaine. Bureau du procureur de l'État. En tête standard, jargon juridique formel. Greta l'a lu 2 fois, analysant chaque mot. L'enquête a conclu que le décès de Georg Schneider était le résultat d'un agent chimique ciblé conçu pour induire une fibrillation ventriculaire intentionnellement masquée en insuffisance cardiaque aiguë. Une enquête criminelle pour homicide a été formellement ouverte. Greta Schneider est reconnue comme proche de la victime dans cette procédure. Greta plia la lettre, la posa sur son bureau et se dirigea vers la fenêtre. C'était une journée normale dehors. Des piétons, de la circulation, un enfant à vélo. Trop froid pour une balade à vélo, vraiment. Mais il pédalait comme si l'hiver n'existait pas. Son père n'était pas mort d'une crise cardiaque. C'était désormais officiellement imprimé sur du papier avec un sceau gouvernemental. Dans une langue qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Il avait été assassiné. C'était reconnu, et s'était poursuivi en justice. Elle se tint à la fenêtre en pensant à lui. Un homme tranquille aux doigts taillés d'encre, qui aimait les vieux livres, et croyait que la mémoire ne pouvait pas être effacée.
Qui avait caché une clé USB dans le belvédère où ils attendaient que la pluie s'arrête? Qui avait envoyé sa confession non pas aux flics, mais à elle, parce qu'il lui faisait confiance. L'alliance était posée sur le rebord de sa fenêtre. Elle l'avait sortie du tiroir le matin même et l'avait laissée au soleil. Simple, sans diamant, légèrement trop grande. Elle la ramassa et la glissa à son doigt. Pas à sa main droite, à sa main gauche, le bon doigt. Elle leva sa main vers la lumière. Le métal était chaud. Elle ne pleura pas. Elle resta juste là à regarder la bague. « Papa, dit-elle doucement, je suis sur la bonne voie. » La salle d'audience ressemblait à toutes les salles d'audience, institutionnelles, un peu stériles, avec de hauts plafonds, et cette odeur distincte de vieux papier, de bancs en bois verni et de temps perdu. Greta était assise dans la galerie du côté de l'accusation, regardant droit devant elle. Il y eut d'innombrables audiences, des motions préliminaires, des litiges sur la communication des pièces, des ajournements. Cela s'étira pendant des mois. Et pourtant, la vie à l'extérieur ne s'arrêtait pas, ce qui était peut-être la seule chose miséricordieuse dans l'univers. On ne peut pas vivre uniquement dans une salle d'audience. On ne peut pas vivre uniquement dans le passé. Lors de l'une des audiences, ils se retrouvèrent tous dans la même pièce pour la première fois depuis les retombées de l'affaire. Diana Bergman était assise à la table de la défense, le dos parfaitement droit, comme toujours. Ses cheveux étaient impeccables, certaines choses ne changent jamais. Elle regardait droit devant elle. Il n'y avait aucun remords mis en scène, aucune défiance théâtrale, juste le même mur impénétrable qu'elle avait toujours maintenu, seulement maintenant dépouillé de son pouvoir. Jonathan Bergman était assis dans les rangées de la galerie derrière l'accusation, présent en tant que témoin coopérant pour les accusations de fraude d'entreprise. Greta voyait son profil, sa mâchoire lourde, ses mains posées immobiles sur ses genoux. Lorsqu'une suspension d'audience fut prononcée et que les gens commencèrent à bouger, il croisa son regard. Il hocha la tête. Elle lui rendit son salut. Elias était assis à côté d'elle, ne lui tenant pas la main, juste assis tout près. Elle sentait sa présence sur son côté droit, une chaleur familière et constante. Une fois, alors que le substitut du procureur lisait les détails médicaux de la mort de Georg Schneider dans le dossier, des détails secs et cliniques, la main d'Elias couvrit la sienne pendant quelques secondes. Elle ne se dégagea pas. Nick n'était pas au tribunal. Il était parti avant même le début des audiences préliminaires. Il lui envoya un message. « Je suis les mises à jour, vous allez vous en sortir. » Greta avait répondu. « Nous savons. » Sam Rothman témoigna tôt dans la procédure. Il parla d'une voix égale, claire, avec les détails exhaustifs d'un homme qui avait porté un poison en lui pendant 2 décennies et qui était enfin autorisé à le rejeter. Greta l'écouta et pensa « Voici un homme qui a redouté ce jour pendant 20 ans, mais quand il est enfin arrivé, il était prêt. » Lors d'une suspension de séance dans le couloir, Sam s'approcha d'elle. « Greta, dit-il. » Il la regarda, un homme vieux et épuisé aux mains lourdes et avec dans les yeux une culpabilité vieille de 20 ans qui n'allait jamais vraiment s'effacer. « Je voulais dire, commença-t-il, puis il s'arrêta. « Vous n'êtes pas obligé, dit-elle. »« Si, je le dois. » Il marqua une pause. « Votre père était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Et j'ai été un lâche pendant bien trop longtemps. J'aurais dû signer cette lettre de mon nom. J'aurais dû aller le voir en personne. J'aurais dû... » Sam, l'interrompit-elle doucement. « Vous vous êtes manifesté quand c'était important. Vous êtes ici maintenant. C'est trop tard. Pas pour le jury. Ça ne l'est pas, dit-elle. Et pas pour vous non plus. » Un silence. « Vivez le reste de votre vie. » Il la fixa une seconde, puis hocha lentement la tête. Le hochement de tête d'un homme qui entend quelque chose qu'il veut désespérément croire. Sam Rothman ferma son cabinet d'avocat 3 mois après le début du procès. Greta l'apprit par Elias, qui avait vu l'enregistrement au registre de l'État. Puis, une lettre physique arriva par la poste. Une vraie enveloppe avec un timbre. Une écriture cursive à l'ancienne avec une légère inclinaison. Plusieurs pages. Il écrivait sur son père, sur la façon dont il se souvenait de lui. De courtes conversations professionnelles, dans les archives qui l'avaient marqué d'une manière ou d'une autre. Il écrivit sur la fois où Georg Schneider lui avait dit que les documents ne mentent pas. Les gens mentent, mais les documents, jamais. Sam a écrit qu'il s'était souvenu de cette phrase toute sa vie, et qu'elle était à la fois son réconfort et son tourment. Parce que les documents qu'il manipulait disaient la vérité, alors que lui gardait le silence. Votre père était l'homme le plus intègre que j'ai jamais connu. J'ai été un lâche pendant bien trop longtemps. Pardonnez-moi si vous le pouvez. Pas pour moi, mais pour vous. Greta a relu cette dernière ligne plusieurs fois. Pas pour moi, mais pour vous. Le vieil avocat avait compris quelque chose de profond. Le pardon est un outil pour les vivants. Les morts n'en ont pas besoin. Elle est restée assise avec la lettre pendant un long moment. Dehors, on était en février. Une journée d'hiver maussade et traînante à Chicago, avec ce genre de neige bien précis qui se transforme en bouillie grise dès qu'elle touche le trottoir. Elle tenait les pages écrites de la main d'un étranger et pensait à son père et à ce qu'il lui avait écrit. « Tu es intelligente. Tu trouveras comment faire. » Il avait raison. Elle avait fini par trouver. Elle a plié la lettre, l'a glissée dans l'enveloppe et l'a placée dans le tiroir de son bureau, juste à côté de celle de son père. Qu'elles restent ensemble. Son premier service de retour dans l'ambulance après tout cela, c'était au début de l'hiver. Le procès suit toujours son cours.
La vie ne s'était pas encore totalement stabilisée, on aurait dit un chantier en cours, où les démolitions et les reconstructions se font simultanément. Son chef d'équipe, un homme de 50 ans un peu bourru nommé Miller, au visage perpétuellement renfrogné mais au cœur d'or, a levé les yeux de son presse-papier quand elle est entrée dans le vestiaire. « Schneider, vous finissez par vous montrer? Je suis là. C'est pas trop tôt. » Un silence. « Ça va? Ça va, chef. Vous êtes sûr ?» Il lui a lancé un regard qui signifiait « Je vous crois sur parole, mais si vous avez besoin d'une minute, dites-le-moi. » C'était sa façon de s'inquiéter pour elle. Leur premier appel est tombé à 13h30. Homme âgé. Problème cardiaque. Un 4e étage sans ascenseur dans un vieux quartier. Greta a grimpé les marches 4 à 4 avec le sac d'urgence, comptant les marches par habitude. La porte a été ouverte par sa femme, une petite femme paniquée, dont le visage leur a tout de suite fait comprendre la gravité de la situation. Ils ont pratiqué les gestes de réanimation pendant 18 minutes avant de retrouver un rythme. Au moment où ils l'installaient sur la chaise de transfert, l'homme était stabilisé, son pouls était régulier, et sa femme lui tenait la main en lui murmurant des mots à l'oreille. Greta a rangé le matériel et a ressenti cette sensation familière qu'elle éprouvait toujours dans ces moments-là. Pas de l'euphorie, pas de l'orgueil, juste un sentiment de justesse, calme et solide. Elle était faite pour ça. En redescendant les escaliers, elle s'est dit « Parfois on arrive à temps, parfois non. » Il n'était pas arrivé à temps pour son père, mais elle était là maintenant, à porter un sac médical sur 4 étages pour faire la seule chose qu'elle savait faire. C'était ça aussi, la vie. Pas malgré ce qui s'était passé, mais avec. Jonathan Bergman a vendu les principaux actifs de l'entreprise 6 mois après avoir fait sa première déposition devant le procureur. Pas tout, mais les bijoux de famille. Un immense projet de gratte-ciel en centre-ville a été transféré à un promoteur concurrent. Il a injecté une énorme partie du capital dans le Treuhandvermögen pour l'indemnisation des victimes. Il lui a donné un nom sans aucune fioriture marketing, le fonds de la rue Eichenstrasse. Ils ont retrouvé les proches des victimes. Pas tous, mais la plupart. Des enfants qui n'étaient que des bambins ce jour-là. Des petits-enfants nés des années plus tard. Chacun d'entre eux a reçu une lettre personnelle de Jonathan Bergman. Pas un modèle d'entreprise rédigé par des communicants, mais une lettre écrite de sa propre main. Il avait montré les brouillons à Greta, en lui demandant si le ton était juste. Elle les lisait et disait « C'est bien, mais change cette partie-là. » Et il la changeait. Certaines familles ont refusé l'argent, d'autres l'ont accepté. Quelques-unes ont demandé à le rencontrer face à face. Jonathan y est allé seul, sans avocat, sans sécurité. La presse en a eu vent. Certains journalistes étaient cyniques, y voyant une crise de culpabilité tardive de la part d'un milliardaire en disgrâce. D'autres ont pris cela au sérieux, y voyant un acte de responsabilité sans précédent dans l'immobilier américain. Jonathan a ignoré les deux camps. Il se contentait de faire le travail. Cela l'occupait entièrement. Elias a appris la vente des actifs par le Wall Street Journal, et non par son père. Il l'a appelé. « Tu aurais pu me prévenir. J'aurais pu. » « Pourquoi ne l'as-tu pas fait? » « Parce que tu m'aurais donné des conseils. » Un silence. « Est-ce que tu m'aurais donné des conseils? » « Probablement. Oui. » « Exactement. » Elias a gardé le silence. « Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais. » « Je n'ai pas appelé pour avoir ton approbation. Alors pourquoi as-tu décroché? » Un long silence. Sans raison. J'avais juste envie de parler. C'était une première. De toute sa vie, Elias n'avait jamais entendu son père dire « J'avais juste envie de parler ». Il y avait toujours un ordre du jour, un contrat, un problème à résoudre. D'accord, parlons. Elias a repris la gestion de ce qu'il restait de l'entreprise. Pas tout l'empire, pas d'un coup, juste les projets en cours. Il ne s'est pas imposé comme l'héritier légitime. Il s'est assis en bout de table, les yeux bien ouverts. La première chose qu'il a faite a été de convoquer une réunion obligatoire avec tous les sous-traitants actifs. Il leur a dit sans détour. Chaque chantier va subir un audit structurel indépendant immédiat. Ceux que ça dérange savent où se trouve la porte. Plusieurs entrepreneurs sont partis. Les autres sont restés. Ensuite, il a renvoyé la vieille garde et a engagé un nouvel ingénieur en chef, un homme avec sa propre philosophie rigoureuse et une réputation de ne jamais rien valider qu'il ne puisse garantir personnellement. Troisièmement, il a mis en place une équipe de travail interne et discrète. Pas pour l'image de marque, pas pour les actionnaires. Ils étaient chargés d'auditer discrètement chaque bâtiment construit par l'entreprise dans les années 90 et au début des années 2000. S'ils trouvaient des violations du code, ils financeraient secrètement les travaux de mise aux normes avant que quoi que ce soit ne s'effondre. Cela va nous vider de notre sang, l'a prévenu son directeur financier. Ça coûtera plus cher en sang si nous ne le faisons pas, a répondu Elias. Il savait que ce n'était pas une rédemption. Il était très lucide là-dessus. On ne repart jamais de zéro. Il y a seulement la prochaine étape à franchir. On fait un pas, puis on en fait un autre. L'oncle Peter est venu dîner dimanche. Il avait appelé la veille. Bref, comme d'habitude. Je passe. Greta cuisinait. Elias mettait la table. Quand l'interphone a sonné, ils se sont regardés. Il est vraiment venu. Je te l'avais dit. Tu ne m'as rien dit du tout. Tu as parié le contraire. Je gérais mes attentes. Peter est entré avec une bouteille de cabernet onéreuse, avec l'air d'un homme qui avait fait la paix avec une décision difficile alors qu'il était encore sur le palier. Il a salué Greta, lui a serré la main fermement, sans chaleur excessive, mais sans hostilité non plus. C'était un début.
Pendant les 20 premières minutes, ils ont discuté de tout et de rien autour des amuse-bouches. La météo, le match des Bears, une histoire ridicule sur les voisins d'Elias. Puis Peter a posé son verre de vin. « Je me suis trompé », a-t-il dit, revenant sur leur dernière dispute, à propos du fait que tu détruisais la famille. Il a adressé cette remarque à Greta, sans la regarder droit dans les yeux, mais presque. C'était un mensonge. La famille pourrissait de l'intérieur depuis longtemps. Je sais. Tu n'es pas fâché? Non. Elle a réfléchi une seconde. Tu défendais la réalité que tu connaissais. Je comprends. Peter l'a regardé, puis a regardé Elias. Où est-ce que tu l'as trouvé? Je ne sais pas. Elias a souri. J'ai eu de la chance. Peter a grogné et a repris son verre de vin. Très bien. C'est quoi le plat de résistance? Nick a appelé 4 mois après avoir emménagé dans une petite ville du Montana. Il travaillait dans un cabinet d'architecture haut de gamme. De petites constructions résidentielles, des chalets, des maisons sur mesure, rien de comparable à l'échelle des gratte-ciel auxquels il était habitué à Chicago. Et c'était exactement ce dont il avait besoin. Comment ça se passe là-bas? Elias était sous la douche, alors Greta avait répondu à son téléphone. C'est bien, et il avait l'air de le penser vraiment. Tu sais, pour la première fois de ma vie, je rentre du travail et je m'assieds simplement sur mon porche. Je ne pense pas à l'entreprise, je ne pense pas à l'héritage familial. Je reste assis là à regarder les montagnes. C'est bizarre. Ça a l'air normal. Comment vous vous en sortez? On s'en sort bien, c'est la bonne réponse. Elias a fini par lui parler pendant un long moment. Greta allait et venait dans la cuisine. Les deux frères étaient toujours au téléphone. Elle saisissait des bribes de conversation sur le nouveau cabinet, un projet de conception, des sentiers de randonnée. Elias riait. Rarement, mais c'était ce rire profond et sincère qu'elle aimait tant. Celui qui faisait toujours naître une bouffée de chaleur dans sa poitrine. Quand il a raccroché, il avait ce regard particulier qu'ont les gens après une très bonne conversation. Il revient pour Thanksgiving, a dit Elias. C'est génial. Tu es heureux? Je suis heureux. Un silence. J'aime ce petit. Il le sait. Il le sait très certainement maintenant. Je lui ai dit. Un week-end, à la fin de l'hiver, alors que le procès touchait à sa fin et que la vie commençait à ressembler à une vraie vie plutôt qu'à un siège prolongé, Elias a dit « Partons de la ville. » Pourquoi juste comme ça? Il l'a regardé. Loin? Non. 1 heure et demie. Près de la rivière. Ils sont partis tôt le samedi matin, avant que la circulation de Chicago ne se réveille. L'autoroute a laissé place aux routes départementales, puis aux chemins vicinaux, et enfin à la forêt. De grands pins sombres et des chênes dénudés se dressaient avec une dignité silencieuse dans la fraîcheur hivernale. Greta regardait par la fenêtre et ne disait rien. Elias conduisait et restait silencieux lui aussi. C'était un silence paisible. Ils se sont garés près de la rivière. C'était une petite rivière sinueuse. La rive était encore couverte de neige. L'eau sombre s'écoulait au milieu. Personne aux alentours. Le calme était tel qu'on pouvait entendre le vent frôler les branches les plus hautes. Elias a coupé le moteur. Ils sont descendus et sont restés immobiles un instant. Puis, il a grimpé sur le capot du SUV. Elle l'a rejoint. Ils se sont assis là, à regarder l'eau. Le froid n'était pas trop vif, surtout parce que le capot dégageait encore la chaleur du moteur. Je pensais au mariage, a dit Elias. Le nôtre, l'autre. Un vrai mariage. Un mariage normal. Elle gardait les yeux fixés sur l'eau. Qu'est-ce que tu entends par normal? Petit. Sans Fashionwald für Herbrecht. Juste les gens qu'on veut vraiment voir là-bas. Nick, tante Martha, oncle Peter. Elias a réfléchi une seconde. Ouais, laissons l'oncle Peter s'y habituer. Greta a ri. Non pas parce que c'était une blague, mais parce qu'elle se sentait bien. Sincèrement, profondément bien. Pas de tension, pas d'effort forcé. Juste du bien-être. Assise sur le capot d'une voiture au bord d'une rivière glacée, à côté d'un homme en qui elle avait une confiance totale. C'était tout ce dont elles avaient besoin à cet instant précis. Marché conclu, a-t-elle dit. Il la regardait avec cette expression qu'il avait parfois, comme s'il vérifiait qu'elle était bien réelle, qu'il n'avait pas halluciné tout ça. Elle a capté son regard, et cela l'a réchauffé de l'intérieur. Quoi? A-t-elle demandé. Rien, a-t-il souri. Je te regarde, c'est tout. Ils sont restés longtemps au bord de la rivière. On mangeait les sandwichs à la dinde qu'elle avait emballés dans de l'aluminium, puis Elias a repris le volant. Greta s'est assoupie sur le siège passager. Ça aussi, c'était agréable. S'endormir à côté de quelqu'un à qui l'on fait confiance pour tenir la route. Lors de l'un des premiers vrais jours de printemps, quand la neige s'accrochait encore aux zones d'ombre, mais que les taches de soleil révélaient une terre sombre et dégelée qui sentait bon comme seul le mois de mars sait le faire, Greta est allée au parc seule. Elle avait 2 heures devant elle avant son service de note-fal sanitaire. Elle s'est réveillée tôt, s'est habillée et est sortie discrètement. Elias dormait encore. Le parc était presque vide. Juste un vieil homme qui promenait son Golden Retriever au loin et 2 femmes assises sur un banc près de l'entrée. Greta a suivi l'allée principale, puis a bifurqué sur le sentier qu'elle connaissait depuis l'enfance, a dépassé l'étang aux canards, puis le vieux lampadaire derrière les buissons de lilas. Le kiosque était toujours là. L'hiver ne l'avait pas détruit. Le bois était un peu plus sombre à cause de l'humidité, mais il tenait bon. Greta est entrée et a regardé autour d'elle. Les bancs circulaires, la peinture qui s'écaillait, l'odeur du vieux bois et de l'air humide du matin. Les planches craquaient légèrement sous ses pas. Tout était exactement pareil, et pourtant totalement différent. Parce qu'elle avait changé, elle regardait tout ça avec un regard neuf. Elle s'est assise sur le banc.
La troisième planche à partir de l'entrée était vide. Il n'y avait plus de boîte métallique en dessous. Elle l'avait emporté il y a longtemps. Juste le bois tiède sous sa paume. Elle est restée assise tranquillement, écoutant le parc, le gazouillis des premiers oiseaux, le fracas lointain de la S-Bahn, la brise bruissant dans les branches nues. Elle a pensé à lui. Pas aux documents, pas au procès, pas à la justice, juste à lui. Au moment où il s'était assis juste ici, à côté d'elle, pour lui dire « Je ne m'ennuie jamais avec toi », à ses mains aux doigts tachés d'encre. À la façon dont il lui avait appris que le souvenir ne peut jamais être vraiment effacé. Il avait raison. C'était impossible. 3 familles de Leichenstrasse s'en souvenaient maintenant. Leurs noms étaient imprimés à l'encre. Un homme qui portait une part de responsabilité envers eux les avait enfin regardés dans les yeux. Ce n'était pas suffisant pour réparer le passé. Ça ne le serait jamais, mais c'était un début. Son père avait été assassiné parce qu'il se souvenait, et parce qu'il refusait de se taire, et la vérité qu'il avait enfouie avait éclaté au grand jour grâce à elle. Grâce à sa fille, grâce à un kiosque en bois dans un parc de la ville, grâce à un vieux bouton de manteau dans la poche d'une robe de mariée. Il savait qu'elle s'en chargerait. L'alliance était à son doigt, la lumière chaleureuse lui était maintenant familière. Greta a fermé les yeux, a respiré l'air printanier, l'odeur du bois mouillé et de la terre qui dégèle. « Papa », a-t-elle dit doucement, « je l'ai fait. » Le vent a soufflé dans les buissons de lilas, une douce brise de début de printemps. Mais elle était chaude, et elle était réelle. Elle est restée assise encore quelques minutes, puis s'est levée, a ajusté sa veste et est partie travailler.